merci beaucoup de vous être déplacés ce soir dans notre beau théâtre que vous connaissez, mais que Monsieur Rasmont ne connaissait pas et qu'il a tout de suite été... Enfin, vous l'avez beaucoup apprécié, mais je crois avoir compris que vous aviez été même un peu enivré par cette esthétique qu'on ne s'imagine pas forcément trouver dans une ville de notre taille. Nous commençons la 3e édition de Morlaix tu testes, Morlaix tu restes. Comme vous le savez, c'est une opération que nous menons pour faire la promotion de la ville, évidemment, mais pas seulement, pour aussi mettre en présence tous les acteurs de l'immobilier. Ça commence demain, mais en réalité, ça commence ce soir, avec la présence d'Olivier Rasmont, que je salue et que je remercie d'avoir répondu à l'invitation. Olivier Rasmont, vous le connaissez probablement, puisque son dernier livre en particulier a fait pas mal de bruit. Ce livre s'appelle « Comment la France a tué ses villes », mais la conférence s'intitule « Comment sauver les villes ?» pour ceux qui seraient un peu pessimistes de nature, puisqu'il ne s'agit pas seulement de pleurer sur le lait versé, mais aussi de dégager des pistes d'avenir. C'était intéressant pour nous d'inviter Olivier Rasmont à différents titres. D'abord parce que, après avoir fait Sciences Po Strasbourg, avoir écrit dans Le Monde et produit différents ouvrages assez différents pour certains, assez divers sur différents sujets. Le sujet de la mobilité et des villes moyennes, des petites villes moyennes ou des villes moyennes, eh bien évidemment nous parle peut-être davantage qu'ailleurs. Et puis d'autre part, c'était concomitant avec un intérêt qu'a manifesté l'État très récemment pour les villes de notre taille. C'est-à-dire qu'un chef-lieu d'arrondissement de 15-20 000 habitants, finalement, échappait jusqu'alors au radar, dans le sens où nous étions finalement pris en étau entre la métropole, avec un aimant très virulent, et les communes rurales qui pouvaient bénéficier d'un certain nombre de dispositifs dont les villes de notre taille ne disposent pas. Donc ce qui est intéressant dans le programme Action Cœur de Ville, pour lequel nous avons été retenus, qui est un programme d'État, c'est précisément que c'est un focus sur les villes moyennes. Ce programme, je vous le rappelle, a retenu... un certain nombre de villes, mais seulement 11 en Bretagne. Donc c'est intéressant que nous ayons été retenus parce que c'est un accompagnement financier, évidemment, mais pas que. C'est aussi une sorte de réseau qui se crée. Et encore cet après-midi, nous étions en réunion à la sous-préfecture avec toutes sortes d'opérateurs qui pourront nous aider. Nous avons également été retenus à un deuxième programme qui était la déclinaison du premier, c'est-à-dire qu'il n'y pouvait candidater que ceux qui avaient été retenus pour le premier, Action Cœur de Ville, c'est Réinventons nos cœurs de ville. Et là, l'enveloppe se diminue, nous sommes les seuls, avec, dans le Finistère, avec Redon, c'est ça, Pontivy, et puis Vannes aussi, je crois. Là, ce programme est le même, mais va plus loin puisqu'il nous donne la possibilité d'avoir des dispositifs comme par exemple le de Normandie, qui est du Pinel de l'ancien, c'est-à-dire que vous achetez une maison à 150 000 euros, vous faites 50 000 euros de travaux, vous avez 40 000 euros de défiscalisation si vous vous engagez à le louer pendant 12 ans. Donc c'est loin d'être inintéressant. Et enfin, il y a un troisième programme qui était une autre déclinaison qui s'appelle Mon incroyable commerce, qui a été initié par Le Bon Coin. Là, je dois dire que bon, nous avons monté le dossier en 72 heures, très très rapidement, parce qu'il y avait très peu de délai pour déposer les dossiers. On l'a fait un peu sur un coup de challenge qu'on s'est lancé. Et puis nous avons été retenus, et nous sommes la seule ville du Grand Ouest à avoir été retenue. Et là, il s'agit d'un marathon de 36 heures, un marathon créatif pour des commerces, donc qui pourront bénéficier à la fois d'aide, mais aussi de réseau. Enfin, c'est aussi très important, et j'imagine que vous en parlerez. Alors, je ne veux pas faire plus long, mais je voulais juste vous dire que toute cette énergie au service des villes moyennes, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se sent plus
où on se sent moins seul, en tout cas. On remet les villes moyennes au centre du jeu. C'est une bonne nouvelle. Un Français sur deux habite une ville de moins de 10 000 habitants. Donc il va bien falloir mettre quelque part ses habitants et s'en occuper. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas vivre dans une métropole. Nous qui sommes à la pointe péninsulaire, c'est d'autant plus important pour nous que, par exemple, Rennes, pour qui on a le plus grand respect naturellement, n'empêche, concentre 70% des offres d'emploi et 32% de l'emploi breton. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment se battre, que la bataille est rude. Nous sommes, nous, coincés entre Brest et Rennes, mais nous avons une carte à jouer. Ce théâtre est une de ces cartes atouts, mais nous en avons d'autres. Nous avons misé sur deux atouts principaux. C'est ce que je vous disais ce matin. C'est naturellement ce qui n'est pas délocalisable, c'est-à-dire la beauté, l'esthétique, le patrimoine. C'est pour ça que nous sommes en secteur sauvegardé. Et puis, ce qui est en cours d'écriture et en cours de réalisation, qui est aussi la valorisation finalement de cette particularité bretonne. Et ici, la cohabitation qui s'impose entre les différents modes de cheminement, avec une cohabitation apaisée entre tous ces modes, avec l'espoir, je dis bien l'espoir, à terme de rendre finalement à Morlaix ce qu'on lui doit, c'est-à-dire la réouverture des rivières. C'est pas encore un projet, mais je pense qu'il faut avoir des visions aussi, et ça fait partie des visions. Il ne s'agit pas d'être passéiste, mais il s'agit juste de dire que entre deux voitures stationnées et une attractivité liée à l'environnement, eh bien, il faudra, je crois, choisir l'environnement pour des raisons environnementales, d'une part, mais aussi pour des raisons que le commerce ne peut pas seulement se faire pour la consommation. Le commerce, c'est un supplément d'âme, c'est un service supplémentaire, c'est aussi une déambulation, c'est une promenade, c'est ce qu'on appelait quand on était petit faire les courses. Et faire les courses, c'était pas rouler à fond, prendre une baguette dans un drive ou pire se la faire livrer par Amazon, puisque il semblerait que ce soit possible maintenant. C'est profiter de ce moment partagé pour échanger, pour se cultiver, pour s'enrichir, pour se contredire et finir dans un salon de thé ou dans la voiture en mangeant un petit éclair au chocolat. C'est ça la vraie vie finalement. Et peut-être que les leçons que nous donne le tumulte social que nous traversons, et peut-être c'est aussi parmi ces leçons celle-là qu'il faut prendre. Il se trouve qu'ici, me semble-t-il, pardon d'être chauvine, nous savons un petit peu mieux vivre ces choses-là qu'ailleurs. À nous de ne pas l'oublier et de le cultiver. Mais je vous passe la parole. Merci à vous. On m'a dit qu'il fallait pas bouger ce micro, donc je suis quand même pas obligé de le bouger. Merci Madame Lebrun pour votre accueil, et merci à Morlaix, et merci aussi en particulier à Christiane Léon qui m'a accompagné toute la journée, et à Marlène Tilly ce matin, et puis aussi à Karen Woods qui a organisé cette conférence, et en amont depuis un certain temps. Il était déjà prévu que je vienne il y a un certain temps, mais je pouvais pas, j'avais plein d'obligations et de conférences un peu partout, et depuis que ce livre est sorti, effectivement, j'ai dû en faire une centaine, un peu partout en France, pas seulement en France, parfois dans des églises transformées en salles culturelles, parfois dans des salles de citoyens. Je me souviens de ça à Perpignan, ou la salle de bal des réfugiés espagnols à Pau, dans un théâtre aussi à Arras, mais jamais, je dois le dire simplement, jamais dans un aussi bel endroit. En fait, je vous le dis simplement, c'est comme ça. Alors voilà, moi je suis journaliste, je travaille notamment pour Le Monde, j'ai un blog sur le site du Monde consacré à la mobilité, à la manière de se déplacer, évidemment en s'intéressant à la manière de se déplacer, on s'intéresse en fait à la géographie, à la façon dont est organisé le territoire, la ville. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours en fait, et donc j'ai eu l'occasion avec des livres précédents, notamment sur le vélo en tant que moyen de transport,
Nord, de parcourir la France en faisant un peu comme ça, en étant invité par des associations, par des villes parfois, pour parler de ça. Et puis je me suis rendu compte il y a quelques années déjà, vers les années 2012, 13, 14, qu'il se passait ce phénomène qui maintenant est assez connu, qui est celui de la dévitalisation urbaine. Et ce qui m'étonnait beaucoup, c'est qu'en allant à Niort ou à Thionville ou à Albi ou à Calais, les gens me disaient, mais vous savez, ici c'est comme ça chez nous. Et en fait, je leur répondais, enfin, c'est pas juste chez vous, c'est très général malheureusement. Cette dévitalisation urbaine, et la chose qui est la plus visible, c'est le commerce qui ferme, et les commerçants qui sont les plus touchés. Cette chose-là, finalement, c'est pas juste dans une ville, c'est malheureusement très général. Et les élus, je m'étais aperçu à ce moment-là, et ne voulaient pas parler de ça. On peut les comprendre d'ailleurs, notamment au niveau national, c'est un peu compliqué d'arriver en disant je suis maire de Vierzon, et à Vierzon, voilà, on a un taux de vacances commerciales très élevé. Et donc il y avait une sorte voilà. Et en plus de ça, c'était pas vu, à Paris en particulier, mais aussi dans les capitales régionales, elles sont beaucoup moins touchées, donc la situation n'était pas comprise, n'était pas vue. Et donc je me suis dit, il faut raconter cette histoire. Donc moi, je suis pas urbaniste, je suis pas non plus spécialiste du commerce, je suis juste un observateur, mais je me suis dit, il faut raconter cette affaire-là. Et en fait, c'est ça l'avantage des livres de journalistes par rapport aux livres de spécialistes universitaires reconnus qui font un livre à la fin de la carrière, ce qui est très bien. Moi, j'assume le fait d'avoir fait un livre et d'avoir appris en fait davantage après l'avoir fait. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été mis à jour plutôt qu'au moment où je le faisais. J'ai appris des choses au fur et à mesure et donc j'essaye un peu de raconter ça, de restituer tout ça, de mutualiser aussi les expériences parce que je trouve que c'est important, notamment parce que dans les villes, les gens connaissent pas forcément les villes de la même taille. Dans les métropoles se rencontrent, il n'y a pas de problème, ils se retrouvent, ils ont tout à fait les moyens d'envoyer quelqu'un à l'autre bout de la France pour des colloques, mais c'est pas forcément vrai, ou beaucoup moins vrai en tout cas pour les villes moyennes. Alors c'est pas la première fois que je viens à Morlaix, j'étais venu de manière comme touriste il y a déjà au moins 20 ans, mais ce qui m'avait frappé et ce que j'ai vu depuis hier en visitant avec les uns et les autres et aussi seul, c'est qu'on est en ville. On est citadin quand on est à Morlaix, on le voit tout de suite, c'est le cas dans Sète, mais c'est le cas aussi dans la rue, on est en ville, on n'est pas, il n'y a pas, voilà, c'est pas la campagne, c'est pas, non, c'est vraiment la ville, c'est une petite ville, mais c'est la ville. J'ai aussi constaté au fur et à mesure dans tous mes voyages en France qu'il n'y avait pas de fatalité, et il n'y a pas de fatalité parce qu'il y a des habitants tout simplement, et les ressources sont nombreuses, et à chaque fois que je vais quelque part, je rencontre des gens qui sont décidés à pas se laisser faire, qui disent notre ville on y tient, mais évidemment pour savoir comment on s'en sort, il faut aussi être conscient de ce qui se passe et effectivement être conscient de cette dévitalisation. Alors la dévitalisation, elle se manifeste de cette façon, ça c'est une petite ville de l'Aude, donc des logements vides, une population en baisse. Une population en baisse, c'est quelque chose de très général, on le connaît bien ici à Morlaix, mais c'est très général. Des grandes villes comme Saint-Étienne le connaissent également, ou des villes comme Périgueux, Alençon, Autun, etc. et j'en passe. Et puis même les villes en fait qui sont des préfectures ou des grandes villes alors pas les grandes métropoles, mais des villes de départements qui gagnent beaucoup d'habitants. Je pense au Morbihan, mais ou à la Vendée, les Landes, etc. Finalement, même les villes soit stagnent, soit perdent des habitants. La Roche-sur-Yon en gagne à peine, Vannes, je crois, stagne à peu près. Je parle de la ville, pas seulement pas de l'agglomération, mais de la ville. Et puis, Pau perd des habitants alors que les Pyrénées-Atlantiques en gagnent, etc. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour, en fait, on s'aperçoit que c'est finalement plus complexe que simplement la perte d'habitants. On s'aperçoit que les communes qui sont autour en gagnent en fait. Et j'ai regardé un petit peu autour de Morlaix. Alors Saint-Martin-des-Champs en fait avait beaucoup gagné d'habitants avant, mais plutôt tendance à stagner. Mais depuis 30 ans par exemple, Tollet a gagné 500 habitants, Plourin 1000, Pleyber-Christ 500, Sainte-Sève 500, etc. Et puis partout il y a cette autre chose qui est, je vais devoir me déplacer un peu plus pour voilà. Cette autre chose qui est frappante également, c'est les logements vides, la crise du logement à l'envers en fait. On a une crise du logement avec des gouvernements qui, de gauche, de droite, du centre, depuis 30 ans expliquent qu'il faut construire des logements, sauf que dans les zones tendues, effectivement c'est le cas, mais on a plutôt dans les villes moyennes quelque chose qui est l'inverse avec des taux de vacances de logements élevés, 10-15%,
là où Albi, le centre d'Albi, vous avez patrimoine de l'UNESCO, c'est une ville superbe, la cathédrale, le palais de la Berbie, etc. Mais vous avez dans le centre d'Albi 15% de logements vides. Et c'est quelque chose d'assez général. Et puis quand on regarde également, j'ai un peu observé toutes ces choses-là, ça c'est une carte de l'INSEE qui date de 2014, mais qui reste vraie aujourd'hui. Et je voulais la montrer aussi parce que justement elle vient de l'INSEE, c'est le revenu moyen, médian en l'occurrence, par unité de consommation, donc 2011 en fait exactement, donc ça commence à faire un peu, mais en réalité la situation est la même. On voit évidemment qu'en Ile-de-France, on voit que dans la région de Genève, qu'autour des grandes métropoles, il y a davantage de richesses. On voit évidemment des endroits qui sont plus pauvres, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, le centre-Bretagne, la Lozère, etc. Et puis en fait, on voit les villes, et quand vous regardez bien, vous voyez les villes avec ces points blancs au milieu. Le point blanc, c'est la ville. Vous voyez ça à Amiens, à Saint-Quentin, à Clermont-Ferrand, Poitiers, etc. On ne voit pas assez parce qu'il y a la mer à Brest, mais c'est pareil. Et en fait, on a vraiment une situation qui est l'inverse de ce qu'on imagine en général, c'est-à-dire que des villes dont le revenu médian est plutôt bas par rapport à la moyenne nationale, et en plus de ça, et des communes qui sont autour, pas les communes qui sont beaucoup plus loin, mais les communes qui sont juste autour, au contraire avec un revenu plus élevé. Autrement dit, les riches sont partis un peu plus loin. Pour résumer, c'est assez comment dire, bêtement, mais enfin c'est un peu ça. Et en fait, on constate en plus de ça à chaque fois qu'on regarde que cet écart entre ville et petite couronne de la ville, quelle que soit d'ailleurs, parce que chaque ville a une petite couronne finalement aujourd'hui, même les villes moyennes ont des petites couronnes, et ben on s'aperçoit que cet écart-là est en train d'augmenter. Alors j'ai zoomé, j'ai regardé un peu pour l'ensemble de la Bretagne la situation. Vous voyez, on retrouve ça avec quand même cette particularité régionale forte du centre-Bretagne, hein, où on ne retrouve pas ça dans toutes les régions, mais ça c'est vrai. Et vous voyez à Brest, c'est le cas. Vous voyez également un peu à Lannion, vous voyez ça également un peu à Quimper, ça se voit un peu moins nettement parce qu'il y a mais à Saint-Brieuc, c'est très net. Je pense qu'on doit voir Guingamp. Là, le petit point blanc au milieu, c'est Guingamp. Et c'est vrai aussi pour Morlaix. J'ai regardé également, c'est le cas. Donc des revenus inférieurs à ceux des communes qui sont autour. Et puis, il y a une autre chose qui se passe également. C'est les services publics. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers mois, bien sûr, des services publics qui ont été retirés, des postes qui ont fermé, des maternités qui ont fermé, etc., des tribunaux qui sont partis. C'est vrai, il y a eu ça. Alors ça dépend d'ailleurs. Là aussi, moi j'ai bien regardé avec finesse les différents types de villes. Il y a des communes de 2000 habitants où il n'y a plus de postes, mais parce qu'il n'y a plus personne à la poste, tout simplement, jamais. Et puis il y a aussi des endroits plus importants où là il y a des équipements qui sont partis. Mais souvent, ce qui s'est aussi passé, c'est pas seulement le fait de fermer une gendarmerie, une poste, une maternité, c'est aussi simplement le fait de la déplacer à 3-4 km. Alors ça, c'est un exemple que j'ai trouvé au Mans, mais il y en a plein, c'est comme ça. C'est la cité administrative du Mans, qui est en ville, qui n'est pas en centre-ville, mais qui est pas en hyper-centre, pas en cœur de ville, mais qui est en ville. Et vous avez cet endroit qui est déserté maintenant. Alors je sais pas, je suis retourné l'autre jour, mais je n'ai pas vu qu'on l'avait réinvesti. Mais on a plein d'endroits. J'ai visité l'autre jour à Montbéliard, dans le Doubs, l'ancien hôpital. Il y a un hôpital qui est là. Vous avez... C'est d'ailleurs pas une chance, vous avez réussi à conserver l'hôpital en ville, à peu près en ville, enfin là où il était initialement. C'est peut-être pas la seule ville, mais il y a Alençon qui est comme ça, Saint-Malo, Narbonne, etc. Mais il y a beaucoup de villes où c'est l'inverse. À Montbéliard, vous avez les agences régionales de santé, comme partout, qui ont décidé, l'agence régionale de santé a décidé de réunir les deux hôpitaux de Belfort et de Montbéliard. Et vous avez l'ancien hôpital de Montbéliard qui est là, qui est fermé il y a 2 ans et qui a c'est un immeuble tout à fait moderne et contemporain qui est complètement vide en fait. Alors ils espèrent en refaire des logements, etc. Mais c'est pas évident. On a comme ça, on fait ça avec l'ensemble avec beaucoup d'équipements publics. Un autre exemple que j'ai trouvé à Blaye, une petite sous-préfecture de Gironde au bord de la Garonne, au bord de la Gironde, pardon, une maison de santé. Alors vous voyez, c'est très simple. Elle a été transférée, c'est marqué comme ça, derrière le magasin Intersport, en face du magasin Jiffy. Ça veut dire simplement que les personnes âgées qui vont à la maison de santé, ou d'ailleurs personnes pas forcément âgées, mais qui habitent le centre-ville ou la ville, qui y vont à pied, là, elles peuvent plus y aller à pied. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut trouver une voiture, parfois ils en ont pas, pour aller se faire amener à côté d'Intersport et de Jiffy.
Et donc ça, on l'a fait avec énormément de services, en fait, les services dans Pôle emploi. Il y a des endroits où Pôle emploi est en dehors de la ville. C'est pas forcément loin, c'est 3-4 km dans la zone industrielle, exactement comme à Blaye. C'est les chambres de commerce et d'industrie, parfois. Et c'est le cas ici à Morlaix, c'est l'EHPAD. C'est toute une série comme ça d'équipements. Là, vous avez quand même, j'ai regardé la carte avant et j'ai constaté conserver un certain nombre d'administrations en ville, et tant mieux. Mais c'est pas toujours le cas. Et cette tentation-là, qui est forte, qui est de dire, après tout, ça, on peut le mettre dehors, c'est pas grave, y a de la place, ça sera plus simple, etc. Et on se pose pas la question, et on n'a pas, vous imaginez l'hôpital qui s'en va, ça veut dire des gens qui, bien sûr, il y a le personnel médical, il y a aussi les patients, et puis il y a les visiteurs qui viennent voir et qui, après l'hôpital, généralement, ont envie de bien manger. Bon, finalement, là, s'ils sont entre Castres et Mazamet, le long d'une autoroute, là, ils vont évidemment aller dans une zone commerciale pour bien manger, ils vont pas forcément aller en ville, alors que quand ils sont en ville, ils vont y rester, et c'est pareil pour les fleurs, c'est pareil pour les chocolats, etc., qu'on apporte aux patients. Il y a plein d'exemples comme ça. Tout ça fait des flux, les professions libérales, etc., tout ça fait des flux dans les villes, et c'est important. Et puis, il y a une autre chose que je suis également beaucoup, c'est la question des transports publics. Je crois que c'est l'image d'après, voilà, qui sont en fait sous-utilisés. Alors, c'est quelque chose qui est aussi assez frappant. Moi, je me déplace en train, et puis à pied, parfois à vélo. Je loue des voitures aussi de temps en temps, mais très souvent, je prends aussi les transports publics. Je ne l'ai pas d'ailleurs pris à Morlaix, parce que j'ai pas eu l'occasion, et puis que la ville est assez petite, donc on s'est beaucoup promené à pied. Mais simplement, je constate ça, ils sont souvent vides, et quand on regarde les chiffres, c'est le cas également. Et c'est dommage, parce que surtout dans une ville dense, dans laquelle finalement il y a peu d'espace, il faudrait remercier, il faudrait presque offrir un bouquet de fleurs à chaque personne qui prend le bus, parce que l'avantage énorme de la personne qui prend le bus, c'est qu'elle a pas sa voiture à garer, donc à ajouter aux autres voitures. Donc finalement, comme on ne peut pas mettre toutes les voitures au même endroit au même moment, tant mieux si les gens viennent en bus, il faudrait les remercier à chaque fois. Et ceux qui viennent à vélo, il faudrait aussi les remercier, parce qu'ils ne prennent pas d'espace, simplement. Ça, c'est quand même quelque chose un truc important en ville. Il n'y a pas d'espace par définition, puisque c'est une ville ancienne, ça n'a pas été fait pour la voiture est arrivée après, donc comme il n'y a pas d'espace, on doit au contraire optimiser au maximum l'espace, et le bus est un moyen d'optimiser l'espace. Et quand on regarde en détail, j'ai regardé pour Morlaix les chiffres de l'Union des transports publics, en fait, vous avez à Morlaix, alors c'est pas du tout une exception, là encore, j'ai pris les exemples parce que je pense que ça vous parle, mais c'est des exemples tout à fait classiques, et les villes de cette taille sont exactement dans la même situation. Montargis, par exemple, dans le Loiret, c'est la ville qui me vient à l'esprit avec le même nombre d'habitants. Vous avez chaque année, chaque habitant prend en moyenne 40 fois le bus. Donc c'est une fois tous les 10 jours. Alors évidemment, il y a ceux qui le prennent tous les jours, et puis il y en a en fait beaucoup qui le prennent absolument jamais. Et vous avez un taux de couverture des dépenses par les recettes de 19%. C'est-à-dire, en fait, les tickets, c'est 19% finalement du total. Et le reste, c'est essentiellement payé par les employeurs et par des subventions. À Brest, déjà, vous avez 122 voyages par habitant. C'est déjà un peu plus par an. C'est un tous les 3-4 jours. Et à Rennes, c'est 183, c'est un tous les 2 jours. À Lyon, c'est 365, donc un tous les jours. Et le taux de couverture à Brest, comme à Rennes d'ailleurs, il est de 35% de recettes sur les dépenses. Donc vous avez finalement... ça veut dire simplement, ça ne veut pas dire que tout le monde va prendre le bus demain, mais ça veut dire qu'on a là un service en fait qui coûte assez cher, qui coûte cher à la collectivité, généralement aux agglomérations, et qui finalement est sous-utilisé, et c'est dommage, pour plein de raisons c'est dommage. Alors évidemment, il y a toujours plein de raisons pour lesquelles on ne va pas prendre le bus, mais l'objectif n'est pas de vous dire à chacun d'entre vous, vous devez prendre le bus. Simplement, il faut se poser cette question-là. On a là des services qui sont sous-utilisés et qui en fait révèlent également la situation dans laquelle on est dans les villes moyennes. Et en fait, le commerce subit les conséquences de tout cela. On assiste aujourd'hui, connaît bien l'histoire de la fin des bistrots dans les villages depuis les années 60. Et on assiste aujourd'hui à la fin des boulangeries. Il y a des boulangeries de plus en plus dans les villes qui ferment un peu partout. Et ça, c'est très général. Là, j'ai pris exprès une image d'une ville riche, Aix-les-Bains en Savoie, qui a un taux un revenu assez élevé, avec en plus de ça des curistes qui passent, etc. Mais vous avez là aussi, moins touché évidemment, la désindustrialisation, la perte d'habitants sont des facteurs aggravants, mais même Aix-les-Bains est concerné par cette situation. Et quand on regarde la situation, c'est une épidémie de
varicelle, littéralement, avec des boutons partout. Quand vous regardez, alors il y a Morlaix en plus sur ça, sur cette, il y a quelques, je sais pas, la carte n'est pas de moi, mais il y a quelques erreurs de nom, j'y peux rien. Forbach n'est pas là, par exemple, Saint-Omer non plus, mais peu importe. Enfin, vous voyez quand même que c'est quelque chose de très général. On a des villes moyennes qui sont très touchées. Alors Procos, qui est la fédération des enseignes de Zara, d'Andrea Zara, je dis toujours, en passant par Foot Locker, etc. Cette fédération a cessé de publier ces chiffres ville par ville. Ils le disent exactement de cette façon-là, de façon à pas passer pour les oiseaux de mauvais augure. Enfin bon, en gros, ils cassent le thermomètre, c'est un peu dommage parce que du coup on voit plus rien. Mais en fait, j'espère, je l'ai glissé à un député l'autre jour, que peut-être l'État pourrait reprendre et publier à nouveau ces indicateurs. Ils sont utiles, pas seulement pour dire c'est mieux, on est mieux que les voisins, etc., mais pour comprendre ce qui se passe, pour voir ce qui se passe, et effectivement parce que pour améliorer les choses, évidemment, il faut les comprendre. Alors effectivement, le taux à Morlaix est très élevé d'après cette carte. Moi, ce que j'ai pu constater simplement en tant qu'observateur, c'est que le centre se tient. Il y a même plutôt, manifestement des éléments de centralité. C'est un regard tout à fait d'observateur qui est là depuis hier, hein, donc je n'ai pas du tout prétention à faire une analyse parfaite de ce qui se passe, que vous connaissez 1000 fois mieux que moi, mais simplement c'est un constat par rapport à d'autres villes de la même taille, ça se tient. Par contre, dès qu'on va un petit peu plus loin, dans les rues un peu plus lointaines, où là manifestement il y a eu beaucoup de commerce, ou dans des quartiers également, parce qu'on se concentre toujours, on pense au centre-ville parce que c'est la chose la plus visible, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a les quartiers de la ville qui ne sont pas la périphérie, hein. Il n'y a pas d'un côté le centre et de l'autre la périphérie, de la même façon qu'il n'y a pas Paris et puis le reste, la vaste campagne. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus gradué, c'est pareil. Et là par contre, c'est vrai que quand on va dans les quartiers un peu plus extérieurs, il y a une vacance commerciale que j'ai trouvée beaucoup plus élevée. Et voilà, cette situation s'aggrave. Les seuls chiffres que Procos continue à publier, ça c'est l'année dernière. Vous voyez que la situation de la moyenne des taux de vacances par taille de ville, les métropoles s'en sortent mieux et les petites villes moyennes s'en sortent moins bien. Il y a en fait 3 exceptions de villes qui s'en sortent plutôt mieux. Il y a évidemment les grandes villes, il y a les villes touristiques sur le littoral. Vous en connaissez évidemment beaucoup en Bretagne, mais même une petite ville du Pas-de-Calais de 1800 habitants s'en sort plutôt mieux parce qu'elle est sur la côte, parce qu'il y a du passage. Alors c'est du passage effectivement pour le commerce, mais aussi pour l'habitat. C'est des gens qui sont ce que j'appelle les demi-touristes, qui en fait ont une maison là, puis en fait ils retraités ou leur activité leur permet de rester là une partie du temps un peu plus important, et donc ils profitent également et ça bénéficie également à l'immobilier. Et vous avez cette situation-là donc dans les villes touristiques, et évidemment beaucoup du littoral, et puis aussi moi j'ai vu ça dans les stations balnéaires, Bagnoles de l'Orne par exemple. Vous avez un commerce qui se tient parce qu'il y a beaucoup de curistes qui passent tout simplement. Et puis une troisième catégorie, c'est les villes un peu isolées. Alors c'est le cas par exemple dans les massifs de moyenne montagne, dans les Alpes-Maritimes, à Tende ou à Dunières en Haute-Loire, où là finalement c'est tellement loin et tellement compliqué, avec des routes verglacées qui tournicotent et des collines qui font qu'on ne peut pas mettre tout de suite le nouveau centre commercial. Donc du coup ça se tient un peu mieux également. Et donc voilà, je voulais quand même faire ce constat un peu triste, je l'assume, hein. C'est finalement, comme vous l'avez compris, également le patrimoine est touché. C'est quelque chose qui est important quand on a parlé aujourd'hui, hein, en parlant avec des commerçants, quand une boutique reste vide pendant 15 ans, au bout d'un moment, le patrimoine subit, l'immeuble se dégrade, et ça pose des questions même de salubrité. Donc il y a effectivement ce danger-là également. Et puis au-delà de ça, moi je trouve que c'est le mode de vie citadin finalement. Madame Lebrun, vous parliez du fait de se rencontrer en ville, le fait de se croiser, etc. Mais c'est ça la ville. Bien sûr qu'il y a le commerce, et le commerce finalement se met là où sont les gens, se met là où sont les flux. Mais finalement, c'est d'abord ça une ville, c'est se croiser, se rencontrer, être dans le paysage urbain, et Dieu sait si on peut parler de paysage urbain à Morlaix. On est dans un endroit où on est dans un écosystème qui fait que, dans lequel finalement, qui correspond d'ailleurs souvent à la demande rêvée de la plupart des habitants, en tout cas en France, qui est d'avoir le commerce pas loin, le travail pas trop loin, l'école des enfants, ils peuvent aller à pied, etc. Et c'est ça un peu la ville, et ce mode de vie citadin. Et moi je dis
dit que le mode de vie citadin n'est pas réservé aux grandes villes. On le retrouve également dans des villes moyennes, dans des villes petites également, et même dans un bourg. J'étais l'autre jour en Île-de-France, en Seine-et-Marne, dans un bourg de 1800 habitants. Même là, il y a un mode de vie citadin. Bien sûr qu'il y a la campagne autour, mais il y a aussi cette possibilité d'aller juste tout simplement faire ses courses à pied, croiser les gens, les saluer, etc. C'est ça le mode de vie citadin. Et là, je crains qu'il soit en train sinon de disparaître, en tout cas d'être réservé malheureusement justement aux grandes villes. Et donc, d'où la crise en particulier que nous vivons. Alors justement, est-ce que tout ça est de la faute des métropoles? Ça, je me suis posé la question. Je suis pas... non, ma réponse est non, tout simplement, je vous le dis. Certes, c'est vrai. On a une concentration des productions de richesse, pas forcément des dépenses, mais en tout cas des productions de richesse dans les grandes villes. On a une concentration également des investissements. Songez qu'on est en train, vous avez parlé de Rennes, et c'est logique, mais on est en train en Île-de-France, mais pas en Île-de-France, dans le cœur de l'Île-de-France, de construire un super métro à 40 milliards d'euros, minimum, financé certes par les franciliens, mais également en partie par la dette, dans une région que la moitié des gens veulent quitter. L'Île-de-France, la moitié des gens, quand on leur demande est-ce que vous voudriez rester ou vous en aller, ils disent on veut s'en aller. Soit on veut rentrer à l'endroit où on vient, soit on veut aller ailleurs, mais on en a marre. Et pas forcément, on en a marre des transports, du RER B, etc. Et donc on construit ça en disant que ça va régler tous les problèmes. Et donc je suis quand même très surpris, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça pose quand même beaucoup de questions. On continue effectivement à centrer les investissements parce que c'est des choses visibles. Ça, c'est une chose. Mais par contre, si la boulangerie de Morlaix a fermé, ou si une boulangerie a fermé à Morlaix, c'est pas de la faute de Rennes. Souvent, la réponse est à trouver autour, et ça tombe bien parce que les solutions sont également à trouver autour. Et donc, je suis pas aussi catégorique que ça. Je pense pas que ce soit de la faute des métropoles, mais je pense qu'il y a une sorte de focalisation. On a en fait finalement on est en train de payer, et c'est un peu ce que j'essaie de dire depuis. On avait fait un bouquin sur l'étalement urbain avec un de mes co-auteurs il y a quelques années. C'est en fait on est en train de payer tout simplement l'étalement urbain qu'on a continué. L'étalement urbain, c'est quoi? Simplement le fait d'étaler la ville toujours plus loin, de le faire de manière systématique pour tous les types d'équipements, bien sûr commercial, mais bien sûr également tout le reste, et en dépit de, quelle que soit l'évolution de la population. La population augmente, on étale davantage, et la population baisse, on étale quand même. Et on le fait avec l'ensemble des activités humaines. Et puis, on en a beaucoup parlé également aujourd'hui de cette hyperconsommation, en fait, cet horizon de la consommation qui est quand même un peu... je suis aussi un consommateur, bien évidemment, mais simplement, on peut se poser cette question, est-ce que vraiment c'est ça le seul horizon? Là, moi, je suis persuadé que justement, le fait de se croiser, de se rencontrer dans une ville a également beaucoup de sens, plus ou pas, j'en sais rien, mais au moins autant de sens que le fait de consommer. Et on retrouve tout ça évidemment avec nos petits objets là, que nous avons chacun dans notre poche, qui est de pouvoir consommer à la seconde en cliquant sur 2-3 trucs pour pouvoir se faire livrer. On en a beaucoup parlé aujourd'hui avec les différents commerçants que j'ai pu rencontrer, et cette impression que tout ça est une économie dématérialisée. Alors, les spécialistes de l'e-commerce, c'est pas d'ailleurs l'e-commerce, c'est presque le l'e-commerce. On a allongé, on appuie sur son truc, c'est le l'e-commerce là. Et en fait, ce commerce électronique, en fait, on a l'impression qu'il est dématérialisé, que voilà, on a trouvé la dématérialisation. En fait, non, c'est tout à fait matériel. D'abord parce qu'il faut se faire livrer. Donc en fait, il y a des camionnettes blanches conduites par des chauffeurs sous-payés qui se garent sur le trottoir pour vous livrer votre truc que vous avez commandé. Et puis, tout ça se traduit également de cette façon-là, avec des entrepôts un peu partout. Et là, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, de la part de spécialistes de la grande distribution qui disaient, là, la grande distribution, ça marche plus trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on investit dans les zones de logistique. Et ils disent comme ça, raccourcir de moitié le temps de livraison implique de plus que doubler le nombre de mètres carrés. C'est-à-dire, en fait, pour que les gens soient livrés plus vite, et notamment la baguette de pain ou le produit frais, parce que c'est apparemment le nouvel horizon, donc évidemment, pour être livré très vite, il faut
en fait, doubler encore plus les zones de logistique correspondant de façon à ce que, parce qu'évidemment, il faut des avenues très larges pour que les camions puissent passer, les palettes, etc., etc. Et tout ça est complètement à plat. Il faut surtout pas que ça soit en hauteur. Donc, évidemment, les conséquences en matière de consommation de terres agricoles, on les connaît, et d'environnement en général. Mais simplement, il faut être conscient de ça. L'e-commerce, c'est ça aussi. Ça, c'est une première chose. Et puis, par ailleurs, oui, on continue en fait à aller toujours plus loin dans la satisfaction de tous les besoins, mais manifestement la crise récente nous montre que la satisfaction des besoins, c'est pas juste se faire livrer plus vite, c'est pas juste consommer davantage. Il y a des besoins financiers, mais il y a aussi dans la crise des Gilets jaunes, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais une dimension territoriale, il me semble très importante, qui est finalement, nous on a aussi envie d'avoir une vie moins compliquée. En fait, c'est un peu ce que j'ai retenu de cette crise également. Et on continue donc à faire ça, et je vous donne simplement, alors là je referme la parenthèse e-commerce, mais simplement dans cette affaire d'étalement de la ville, le commerce est moteur. Ça, on l'a constaté. La première chose qu'on se dit, c'est évidemment la concurrence des zones commerciales. Beaucoup de commerçants que j'ai pu rencontrer aujourd'hui me l'ont confirmé. J'étais pas surpris, je l'ai vu partout. Et on le continue aujourd'hui à faire des zones commerciales. Alors, personne ne dit, moi je dis pas qu'il faut détruire les zones commerciales existantes. Je dis évidemment pas non plus qu'il faut interdire aux gens d'y aller. Non, pas du tout. Personne ne dit ça d'ailleurs. Mais par contre, la question qui doit se poser, c'est est-ce qu'on continue à en construire ? Et en fait, on continue à en construire. On continue à... alors que la consommation progresse de 1% par an à peu près, on continue à construire entre plus 3 et plus 4% de surface commerciale périphérique par an. Il y a des projets comme ça qui sont chaque année détaillés par justement la fédération Procos. Et je vous donne cet exemple, je le fais pour chaque ville. Simplement, voilà, nous sommes d'ailleurs tout juste sur cette image, le centre-ville de Morlaix, et puis la zone de Saint-Martin-des-Champs, nous étions tout à l'heure avec Christiane Léon, à la même échelle. Donc voilà. Simplement, ça prend énormément d'espace, tout ça. Et on continue de faire ça. Évidemment, c'est quoi la ville ? On peut se poser la question. C'est pas seulement ça la ville, ça c'est vrai. Mais en tout cas, je suis sûr que c'est pas seulement ça non plus. Tout ça coûte cher en plus. Tout ça coûte cher à la collectivité. La collectivité, pardon, oui, c'est la photo d'après. Là, c'est un chercheur de Caroline du Nord que j'ai rencontré à Montréal, et j'ai pris donc l'image simplement pendant sa conférence. Et il montre que quand vous avez une zone commerciale périphérique à gauche, donc le Walmart, vous avez évidemment beaucoup de consommation de terre, c'est en acres, j'ai aucune idée de combien ça peut faire en acres, les acres, mais peu importe. Et vous avez très peu, par contre, pour l'épicerie de centre-ville. Les taxes que ça rapporte, vous avez à l'hectare ou à l'acre, évidemment des taxes beaucoup plus importantes pour l'épicerie de centre-ville, et puis vous avez les nombres d'emplois également qui sont beaucoup plus importants en centre-ville, à l'hectare également. Tout ça coûte cher parce qu'il faut aménager, c'est pas gratuit, le fait d'aménager, de mettre une rocade, de mettre un parking, de faire donc évidemment tous les réseaux divers et variés. Alors on est moins concerné a priori ici par ça, mais éventuellement de déneiger le cas échéant, etc. Tout ça coûte beaucoup d'argent, et tout ça est aux frais de la collectivité, quel que soit d'ailleurs le niveau de collectivité qui est concernée. Donc on est vraiment, on continue finalement, la collectivité continue à subventionner d'une manière ou d'une autre cet étalement urbain, notamment cet étalement commercial, avec toujours les arguments, les promoteurs arrivent toujours avec des arguments qui sont les mêmes partout. Alors c'est assez étonnant d'ailleurs. La croissance revient, créer une zone commerciale, on a besoin d'attirer la population, créer une zone commerciale. Au contraire, il y a beaucoup de monde qui arrive en créer une zone commerciale, le taux de chômage est faible, créer une zone commerciale, il est élevé, etc. Enfin, quelle que soit la situation, ils arrivent avec les mêmes arguments. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, on n'est pas très loin de Landerneau, etc. Mais en fait, à Saint-Étienne, où il y a Casino Guichard, j'ai dit la même chose, et à Lille, où il y a l'Émulier Auchan, j'ai dit la même chose aussi. Mais à un moment, il faut se poser la question. Là encore, personne ne propose de les détruire, ni de les d'ailleurs se détruire tout seul, parce qu'il y a telle concurrence qu'il y a des friches commerciales qui sont très nombreuses. Mais la question est de savoir est-ce qu'on continue à en construire ou pas. Et puis, il y a cet argument qui revient sans arrêt, mais c'est bon pour... Non, d'abord, ça, oui, ça, c'est quand même assez... on leur donne des noms de villes.
ça c'est Promenade de Flandre, mais j'en ai vu plein, hein, Passage des Arts, Europa City, Family Village, Cœur d'Arras, enfin tout ça c'est des noms de trucs qui sont pas du tout des villes et qui parfois ressemblent. Alors à Béziers, j'ai vu ça, c'est étonnant, il y a pas loin de Béziers, il y a les écluses, il y a les 9 écluses, et en fait dans la zone commerciale, on a reproduit 3 écluses avec un canal et un petit pont des amoureux qui passe au-dessus, même des cadenas que les gens peuvent... Enfin, donc on recrée une sorte de non-ville qui ressemble à une ville pour rappeler que ça existe pas loin. C'est quand même très très troublant, et on leur donne des noms de villes. Voilà, c'est une promenade avec l'argument, et c'est ça que je voulais avancer également, c'est la question de l'emploi qui revient sans arrêt. Est-ce que ça crée de l'emploi en fait? Alors évidemment ça en crée, mais ça en détruit beaucoup aussi. Et donc finalement, à la fin, au bout de 10 ans, on s'aperçoit que ça n'en a pas créé, mais que ça en a plutôt détruit. Là, c'est une association qui est à Lille et qui a fait ce constat-là, qui est allé regarder, en fait, selon les différentes données, est-ce que l'évolution de l'emploi dans le commerce pour la métropole de Lille depuis 10 ans, enfin 8 ans d'ailleurs, en 2008 et 2016, donc vous voyez 35 000, 30 000, donc moins 5 000, et puis l'évolution de l'emploi dans les super hypermarchés, plus 600, bon d'accord, et donc, mais le résultat est négatif. Et à chaque fois qu'on fait ce type d'études, on l'a fait jamais avant. C'est assez curieux quand les promoteurs arrivent, ils expliquent qu'on va créer une nouvelle zone commerciale, ils disent on va créer tant d'emplois, peu importe d'ailleurs le chiffre, ils arrivent avec toujours un argument, 80 emplois, c'est 312 000, peu importe, et jamais on va revoir ce qui s'est passé 10 ans avant. Jamais on va voir... Le promoteur d'avant, il avait déjà promis, il suffit de regarder dans le journal il y a 10 ans, combien il avait promis. Et puis en fait, on regarde ce qui s'est passé après. Est-ce que ça en a détruit ailleurs? Et on s'aperçoit que souvent les zones qui sont autour ont subi la situation, que les commerces en ville, alors ça c'est pas forcément visible, c'est parfois un demi-employé, c'est parfois un employé, c'est pas visible, mais par contre c'est c'est quand même des emplois, et c'est des gens qui ont perdu leur boulot entre-temps ou qui en ont trouvé un autre éventuellement, mais c'est pas évident. Donc on a finalement pas forcément une création d'emplois. La question c'est quels emplois? Et puis ça a souvent dispersé l'emploi. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui avaient plutôt tendance à travailler près de chez eux ou dans leur commune de résidence auparavant, et là ils ont tendance à travailler plus loin, donc à accroître les distances et à prendre la voiture, etc. Et ça nous amène à ça, parce que c'est ça en fait qui est en train de se passer en France, et depuis 30 ans, sans se poser de questions, on a considéré que c'était parfaitement normal d'étaler toujours plus loin, de multiplier. Bon, alors les ronds-points sont un endroit où on s'est retrouvé d'ailleurs, enfin moi pas, mais où on s'est retrouvé depuis, les gens se sont retrouvés, mais disons que c'est symptomatique, c'est-à-dire qu'on a une situation qu'on a négligée. On ne s'est pas rendu compte qu'en fait on créait quelque chose de pas agréable, on créait des non-villes, on créait des choses. Quand j'ai l'occasion de conduire, je suis frappé par le fait que c'est pas drôle, c'est pas amusant. C'est éventuellement amusant quand c'est une route pas forcément droite d'ailleurs, dans un paysage absolument superbe, mais sinon la plupart du temps on va de rond-point en rond-point, des limites de vitesse, et c'est normal, etc. Donc c'est pas rigolo, et en fait on fait ça parce que tout simplement on a dispersé l'ensemble des activités. Les gens disent on n'a pas le choix, bah oui, ça met souvent un mélange de contraintes et de choix, mais on a quand même dispersé l'ensemble des activités dans un périmètre très très vaste, et donc le résultat évidemment c'est la situation que nous connaissons depuis quelques mois. Alors bon, maintenant je vais quand même passer sur les choses positives. Ça c'est une photo que j'ai prise à Carpentras, et j'aime bien cette photo. D'abord je voulais faire un tour dans ce qui se passe en dehors de France. J'ai regardé, je me suis posé la question, alors je connaissais évidemment les grandes villes des pays autour, mais je voulais voir également les villes moyennes, et je me suis aperçu que finalement on avait vraiment une situation française. Certes, il y a aussi les mêmes effets, les mêmes causes, les mêmes effets, il y a aussi des zones commerciales, aussi un étalement urbain évidemment, l'e-commerce, etc. Ça touche également tous les pays occidentaux. Ah oui, merci, c'est très gentil. Mais par ailleurs, donc voilà, je vous laisse admirer la photo de Carpentras, et puis je vais boire un petit peu. J'ai voulu voir ce qui se passait dans diverses villes, et finalement j'ai peu retrouvé la situation française, en tout cas pas à ce point. Ça c'est Pavie, alors 77 000 habitants au sud de Milan, en Lombardie, et vous avez du monde, et dans toutes les villes italiennes. Alors en fait il y a une des raisons, et l'Allemagne c'est la même chose, il me semble, quelque chose d'important, c'est que en Italie et en Allemagne,
en particulier, mais c'est vrai aussi en Autriche, aux Pays-Bas, en partie en Belgique, les villes sont arrivées avant l'État. Les villes, la ville moyenne, moindre ville moyenne italienne a une université depuis le XVIe siècle. En France, c'est l'inverse. L'État est arrivé avant les villes, d'une certaine façon. Il y avait déjà des villes, des foires, etc. Mais elles ont été institutionnés, enfin on leur donnait une forme d'existence réelle au moment des départements à la Révolution, et puis finalement la France était encore un pays majoritairement rural il y a 100 ans, ce que n'était déjà plus l'Allemagne et l'Italie, où en fait l'État se constituait, et où les villes donc étaient plus anciennes. Donc il y a un attachement, et c'est frappant dans les villes italiennes en particulier, chaque ville a son identité particulière et les gens sont très attachés à leur ville. Et puis il y a autre chose, en Italie, moi ça me frappe, à chaque fois que j'y vais, j'ai l'occasion de le constater, c'est les zones à trafic limité. C'est tout simple. Plutôt que de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, la voiture, pas la voiture, et des péages urbains, le stationnement payant, pas payant, etc. Toute cette question-là, bien sûr, il y a aussi, ça vient aussi, mais il y a cette chose assez simple qui est de dire, en fait, on vit dans un périmètre urbain qui est pas juste le cœur de la ville, mais qui est le centre-ville, on peut dire, ou un grand centre-ville un peu. On dit, en fait, ne peuvent circuler là que les gens qui ont une raison de le faire, c'est-à-dire soit évidemment ils sont taxis, livreurs, commerçants, bus, etc. Et puis riverains. Et puis les autres, ils se garent plus loin. Souvent il y a des parkings, alors pas forcément toujours gratuits, ça dépend évidemment de la taille de la ville, parce qu'on ne peut pas là encore mettre les voitures au même endroit au même moment. Mais et là je trouve ça intéressant parce que ça veut dire zone à trafic limité. Donc c'est pas forcément cet endroit-là, il n'est pas piéton. Mais c'est un endroit où il y a beaucoup moins de voitures qui passent. Et donc ça donne une impression de zone piétonne sans l'être. Et je trouve ça intéressant, c'est une des raisons pour lesquelles les villes italiennes s'en sortent mieux, c'est que ça donne des espaces, alors évidemment c'est lié aussi à l'histoire de l'Italie et aux bâtiments qui sont, vous savez, ces universités, évidemment les églises, mais aussi les maisons de maîtres, etc., qui font qu'il y a un paysage urbain qui apparaît et qu'on peut observer beaucoup plus facilement parce que justement on a un espace très libéré. Et ça me frappe dans les villes italiennes à chaque fois. Dans les villes allemandes, ça j'ai vu ça, une ville qui est entre Cologne et Bonn, c'est pas exactement la même chose, mais c'est pas une ville très grande, vous voyez, c'est une ville d'ailleurs 45 000 habitants, ça correspond en fait à plutôt l'équivalent d'une ville de 20 ou 25 000 habitants parce que les communes sont plus élargies, donc ça inclut aussi des villes qui seraient en France des communes périphériques. Et là, on a un plateau piétonnier. Alors ça veut pas dire que tout est piétonisé, mais ça veut dire que dans le cœur c'est piétonisé. Et puis quand on s'approche du cœur, et ben ça devient, enfin plutôt quand on s'en éloigne, en fait ça devient une zone 20 comme on dit, 20 à l'heure. Et puis un peu plus loin c'est une zone 30 avec des larges trottoirs. Et puis un peu plus loin c'est 50 mais avec des trottoirs encore assez larges, etc. Donc il y a une sorte de gradation, alors que dans les villes françaises très souvent on a piétonisé 2-3 rues et puis autour il y a des boulevards très rapides, ce qui fait qu'en fait pour accéder à la zone piétonne on doit traverser un boulevard. J'ai vu dans plein d'endroits, c'est compliqué, mais là non, on a une sorte de gradation dans la ville. Donc ça c'est un des éléments. Et puis au-delà de ça, moi je pense que la principale raison c'est qu'on a un attachement aux villes dans ces pays qui est plus important. Alors ça c'est une première chose. Et puis vous avez parlé, Madame Lebrun, des financements d'action cœur de ville. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais fait le premier constat déjà en 2016 et le gouvernement précédent, je dois dire, n'avait pas compris ce qui se passait. Et c'est vrai que depuis Action cœur de ville, là c'est un autre port que le vôtre, mais vous voyez qu'il y a une dizaine de villes en Bretagne qui ont été retenues, dont Vannes justement. J'ai trouvé intéressant parce que c'est un plan qui d'abord évidemment apporte des financements, qui repose beaucoup sur l'initiative des villes et qui ne s'intéresse pas seulement au commerce et ils ont compris qu'il y avait aussi l'aspect logement, aussi l'aspect équipement, et je trouve ça très important parce que c'est pas juste, si on va traiter uniquement la question du commerce, on va finalement se focaliser là-dessus, on va oublier tout le reste. Et je pense qu'il y a une chose très importante en particulier, c'est les habitants en ville. J'ai vu que vous aviez notamment parmi les projets que vous avez pour Action cœur de ville, ce projet de liaison entre la ville haute et la ville basse, d'utiliser ce tunnel qui existe déjà. Je trouve ça intéressant. Je ne veux pas étudier en détail toute la situation, mais je trouve ça très intéressant. Effectivement, il y a cette question qui se pose beaucoup à Morlaix, et puis ça peut faire une attraction. Hier, j'ai un peu détourné mon voyage pour aller voir le téléphérique de Brest que je ne connaissais pas, donc ça peut aussi faire cet aspect-là, à condition d'en faire beaucoup la pub. Et il faudra lui trouver un nom d'ailleurs à ce
petit funiculaire de façon à ce qu'il soit identifiable, il me semble. Je ne sais pas ce que vous trouverez. Et puis par ailleurs, le fameux plan Action Cœur de Ville, c'est accompagné de la loi Elan, qui est un peu une loi fourre-tout comme il se doit, mais il y a quand même des modalités, notamment d'organisation des commissions départementales d'action commerciale, qui sont les commissions qui disent généralement oui à toutes les nouvelles zones commerciales, qui commencent à évoluer, et vous pouvez justement reprendre la main en tant qu'élu sur ce sujet-là. Donc je trouve ça pas mal. Moi, je pense que les fameuses commissions départementales, leur délibération devrait être publique. Aujourd'hui, c'est pas public. Évidemment, les décisions sont publiques, mais pas les délibérations. Et je pense que ce serait intéressant de savoir ce qui s'y passe dans ces machines qui disent oui. Ce serait intéressant de savoir qui se prononce pourquoi et contre quoi. Et en fait, on s'apercevrait que finalement, c'est pas aussi. Enfin, je veux dire, c'est plutôt une chambre d'enregistrement. Et ce serait intéressant qu'on puisse y assister, les citoyens, évidemment, les journalistes, pour en rendre compte. Et on verrait ce qui se passe. Ça amènerait les personnes qui y siègent, qui sont pour l'instant essentiellement des élus, mais il y a eu d'autres professionnels également, de rendre des comptes sur ce sujet-là. Alors, l'inquiétude que j'ai, c'est que malgré tout ça, le gouvernement, en même temps, donc, continue à encourager les projets de zone commerciale, en tout cas ne les arrête pas. Bercy l'a encore confirmé l'an dernier, au mois de septembre, en disant que, et j'ai l'impression aussi qu'ils ont l'impression d'avoir réglé ces problèmes-là, manifestement pas, mais voilà, je suis pas certain qu'il y a eu cette compréhension-là, mais tout ne dépend pas de l'État, comme vous le savez, ça dépend. Tout ne dépend pas non plus des élus, heureusement. Ça dépend aussi beaucoup de nous tous. Et puis voilà, je voulais faire simplement, et moi j'insiste aussi là-dessus, c'est que ce que j'ai pu faire, etc., c'est simplement dire en gros, bien sûr qu'en apparence, ça concerne les élus, ça concerne les décideurs, etc. Mais on est tous décideurs. Évidemment, quand on fait nos achats, quand on fait des choix, mais aussi en tant que citoyen, simplement, pour prendre position sur ces sujets-là. Moi, ça me frappe à chaque fois de voir que il y a des discussions. Je suis un prétexte, en fait. C'est-à-dire que vous allez discuter ensuite entre vous. Il y a ce qui se passe ce week-end, donc tu testes, tu restes. Et ça fait des discussions, on en parle, et tant mieux. Je raconte souvent ça, mais j'étais à Pau il y a quelques mois, et il y avait une discussion entre Monsieur Brun, qui est l'adjoint au maire, premier adjoint de Monsieur Bayrou, et qui était là et qui discutait avec l'opposition. Et à ce moment-là, il expliquait qu'il avait réussi de revitaliser, que la vacance commerciale avait baissé, qu'ils arrêtaient de faire des zones commerciales, etc., etc. Et puis là, les gens de l'opposition lui ont dit: mais non, c'est faux, la vacance commerciale a augmenté, vous continuez à faire des zones, pourquoi vous dites ça, etc. Et je dis: vous savez, je ne sais pas qui a raison, mais c'est très bien que vous en discutiez, parce qu'il y a quelques années, c'était pas un sujet. C'est-à-dire qu'on le faisait, c'était normal, et dans quelques villes encore c'est le cas, on le fait, c'est normal, il n'y a pas de discussion, le siège de la communauté d'agglomération, on n'a qu'à le mettre à l'extérieur, après tout, pourquoi pas, on s'en fiche, et il n'y avait pas de discussion. Et là, il commence à y avoir une discussion, et tant mieux, c'est l'objectif, c'est que tout le monde s'empare du sujet, et pas justement les fameux décideurs officiels. Nous sommes tous justement décideurs. Et justement, alors voilà, les préconisations que j'essaye de rassembler, après je vais détailler un petit peu, et puis il y a plein de petites idées à chaque fois que je ne peux pas toutes raconter maintenant, mais simplement pour les projets d'aménagement, quels qu'ils soient, et pas seulement commerciaux, mais évidemment aussi accueil d'une entreprise, équipement, etc. Donner la priorité à la ville, aux endroits denses. C'est pas forcément, là encore, la densité, c'est là où il y a beaucoup de monde qui vit, beaucoup de monde qui passe, beaucoup de monde qui travaille. Ensuite, c'est objectiver la connaissance. On est en train de parler de sujets, enfin c'est plutôt moi qui parle pour l'instant, mais de sujets sur lesquels on a tous une expérience personnelle et donc on a tendance à la généraliser, mais on a besoin de connaissances en fait dans ce domaine. Il existe des données, donc on peut utiliser, et puis agir sur l'espace public. Et là, ça me semble très important, c'est une prérogative des élus. Les élus ont cette possibilité-là, qui ne coûte pas beaucoup d'argent, qui consiste à utiliser, on verra ensuite, l'espace public et l'organiser. Je vous laisse ça 2 secondes. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est que justement, comme ça devient un débat public, les électeurs peuvent aider. Et ça, c'est très intéressant. C'est un cas que je cite souvent. C'est Tournu, 5700 habitants en Saône-et-Loire, entre Chalon-sur-Saône et Mâcon, entre Dijon et Lyon en gros. Et il y a l'équipe qui avait été élue en 2014, le maire en fait surtout, voulait développer ce qu'il appelait un pôle économique près de la sortie d'autoroute. C'est une sortie d'autoroute connue, Tournu. On ne prononce pas le S en l'occurrence. Il avait dit: on va faire venir des entreprises, mais comme je ne vais pas trouver d'entreprise, pour l'instant je vais faire venir un Leclerc parce que je connais bien le directeur du Leclerc, etc. Il y a eu une sorte de protestation générale dans la petite ville, avec une association qui s'est créée, les commerçants, bien sûr, une bonne partie des habitants, les associations. En plus de ça, il y avait le problème du cinéma qui n'était pas réglé, qui allait fermer, etc.
Il y a une partie du conseil municipal qui a été, pour résumer, en gros, qui a été convaincue par les arguments de cette association, qui a démissionné. Donc il y a eu de nouvelles élections en octobre 2017. Le maire sortant s'est représenté, il a été balayé. Il a fait 23% et la liste qui était en face, il y avait 3 listes en fait, mais la principale liste en face qui émanait de l'association, qui dit on ne veut pas de nouvelles zones commerciales, mais on veut revitaliser la ville. Ils n'étaient pas juste contre, ils avaient aussi un projet de revitalisation. Ils ont gagné avec plus de 60% des voix. Donc je pense que l'année prochaine, ça va se poser cette question dans beaucoup de villes. Ça va être ok, mais vous êtes pour ou vous êtes contre. Et j'ai l'impression, je le vois déjà dans beaucoup de villes, c'est ça qui arrive, dans des villes notamment où il y a des projets importants. Et je crois que les électeurs, et j'ai vu ça dans d'autres endroits, j'ai vu ça, il y a Saillant qui est assez connu, une petite ville, c'est une petite ville, 1300 habitants, mais c'est une ville parce que c'est compact dans la Drôme. J'ai vu ça en Martinique aussi, à Sainte-Luce, aussi une ville de 10 000 habitants où le maire a été élu en 2014 sur le rejet d'un projet de Carrefour. Donc voilà, je pense qu'effectivement, quand ces débats deviennent publics, ça devient un sujet et tant mieux. Et puis bon, moi je dis ça, ok, mais simplement, il y a beaucoup de maires qui se sont engagés. Vous l'avez fait également à Morlaix, mais le maire d'Agen, le maire de Bourges, le maire d'Avignon, et toutes couleurs politiques confondues, la maire de Montbéliard, et puis les régions, Nouvelle-Aquitaine. J'ai posé la question à Alain Rousset l'autre jour, il m'a dit, quand on est en commission départementale d'aménagement commercial, on dit non au nouveau projet. Carole Delga m'a dit la même chose pour la région Occitanie. Je ne sais pas ce qu'il en est de la Bretagne. Des députés, des sénateurs, parfois des CAUE qui s'engagent, urbanisme, environnement, architecture, certaines chambres de commerce et d'industrie, les fédérations de commerçants, des marchés, des fédérations de marchés, des enseignes également. Je me souviens de l'association de l'enseigne Jeff de Bruges il y a quelques années qui disait, le responsable financier qui était en discussion avec Carmila, c'est la foncière du groupe Carrefour, et la personne de Carmila expliquait qu'il fallait faire de nouvelles zones parce que le shopping c'est bien, le shopping ça rend heureux, etc. Et le représentant de Jeff de Bruges disait, mais attendez, on a déjà 240 magasins dans toute la France, si vous faites 40 gros projets de plus, nous on en aura 280, on n'arrive juste pas à suivre parce que vous allez tuer nos magasins existants. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que lui-même disait, il faut arrêter d'en construire. Donc il y a plein de gens qui commencent qui disent ça, et je trouve ça, je trouve qu'il y a un vrai mouvement sur ce sujet. Et puis une autre chose, c'est évidemment, j'ai beaucoup parlé de commerce, mais il y a la question évidemment des habitants. Faire revenir les habitants, s'intéresser aux habitants, et je vais prendre cet exemple que vous connaissez, en tout cas une partie d'entre vous, puisque il a inspiré l'opération Tu testes, tu restes, c'est celui de Joinville. Alors Joinville, c'est en Haute-Marne, c'est tout petit, il y a 2800 habitants, c'est au bord de la Marne, c'est dans une région assez peu peuplée, mais alors il y a beaucoup de points communs avec Morlaix. Il y a eu un incendie au XVIe siècle et miracle, on a tout reconstruit en pierre, comme ici. Et donc le résultat, c'est qu'on a des hôtels particuliers très anciens qui datent du XVIe siècle, d'autres qui sont un peu plus récents, c'est 18e quand même. Et comme c'est en Haute-Marne et que c'est peu fréquenté, tout ça finalement ne vaut pas très cher. Alors avec un inconvénient énorme, c'est qu'il y a des gens qui arrivent simplement pour acheter les beaux hôtels particuliers, découper toutes les boiseries, les cheminées, les parquets et tout le reste, et tout ce qui est en bois, et puis revendre ou les installer dans des villas un peu partout, en Californie ou dans le Luberon, peu importe. Mais voilà, et donc ça désosse littéralement le patrimoine. Et là, ils ont fait plusieurs choses. Alors je sais qu'ils sont venus ici, c'est par eux qu'en fait c'est eux qui nous ont mis en contact en fait. Et ce qui m'a intéressé, ils font deux choses intéressantes. La première, c'est qu'ils financent les travaux des propriétaires des fonds de commerce, de façon à ce que les fonds de commerce puissent être loués, en disant voilà, vous le louez à moitié prix aux commerçants, mais nous on vous finance les travaux. Donc c'est pas un investissement. Évidemment, la ville ne veut pas acheter tous les commerces, ça n'a aucun sens. On est dans une économie de marché, ça n'a strictement aucun sens. La collectivité qui achète le commerce pour que ça fonctionne. Mais par contre, effectivement, intervenir de façon à pouvoir aider, ça peut avoir beaucoup plus de sens. Et puis il y a cette fameuse foire des biens immobiliers à vendre. Alors c'est pas exactement ce que vous faites ce week-end, mais ça ressemble, c'est-à-dire que moi j'y suis allé, c'était il y a maintenant déjà 2 ans, en 2017, en mai 2017, et c'était en fait on pouvait, les gens qui étaient là, donc qui venaient d'ailleurs ou pas, avaient un petit plan, pouvaient visiter tous les biens à vendre qui étaient présentés par leur propriétaire. Donc on allait visiter tel particulier, telle maison, tel bien. D'ailleurs il y avait des biens qui appartenaient à la collectivité qui étaient dans un état de ruine épouvantable, mais qui pouvaient éventuellement être achetés. Et donc évidemment il y avait des investisseurs potentiels, des trucs qui étaient à 1 euro, et d'autres qui étaient un peu plus chers quand même.
même, mais et il y a des biens qui ont été vendus de cette façon-là. Et puis, il y a eu aussi, et ça m'avait beaucoup frappé, c'est les habitants eux-mêmes de Joinville qui allaient visiter les hôtels particuliers de leur propre ville. Pas du tout avec l'intention d'acheter, mais pour voir. Et du coup, ça leur donnait une certaine forme de fierté en disant, mais finalement, on a dans notre ville des biens extraordinaires dont on n'avait pas conscience parce que c'est derrière les façades, et ça donne une fierté à la ville, notamment aux habitants qui disent en fait voilà, c'est pas une ville banale, c'est quand même ça. Et je trouve ça, et moi j'ai vu, parce que parfois je suis hébergé chez l'habitant un peu partout, parfois dans toute la France, dans toutes les villes, vous avez des biens immobiliers qui sont beaux tout simplement, qui racontent une histoire, et c'est pas forcément des châteaux, hein, c'est simplement parfois des appartements, parfois des maisons également, mais qui sont en ville et qui racontent également une histoire. Alors bon, il y a plein d'autres choses qui sont faites. Alors je vous donne comme quelques exemples hein, simplement qui peuvent être faits, parce que l'on en a parlé aujourd'hui aussi avec certains commerçants, mais il y a la question des propriétaires qui ne veulent pas louer leur fonds de commerce. Alors bon, c'est un peu casse-pied, ils ne veulent pas louer leur fonds de commerce depuis 15 ans. Alors soit ils disent en gros, ma mamie, elle le louait super cher, donc là quand même on ne va pas s'abaisser à diviser le loyer par deux, sauf qu'évidemment la situation a changé entre-temps. Soit carrément ils sont même pas au courant qu'ils sont propriétaires du fonds de commerce, parce que ils ont plein de biens un peu partout, et ils pensent que c'est l'indivision, que c'est leur frère ou leur cousine, et en fait le simple fait, j'ai vu ça à Nevers, de taxer, de dire on fait une taxe sur les friches commerciales, ça a deux effets. D'abord, ça permet de reprendre contact avec les propriétaires qui parfois ignoraient qu'ils étaient propriétaires eux-mêmes, donc voilà, donc ça veut pas dire on va pas forcément taxer, mais on dit si vous ne vendez, soit vous vendez pas, soit vous ne louez pas, et ben en fait dans 6 mois, dans 1 an, on va vous taxer. Donc voilà, ça les amène à être de nouveau en contact, parce que être propriétaire d'un fonds de commerce dans une ville, c'est pas juste être propriétaire d'un bien immobilier, c'est aussi être d'une certaine façon partie prenante de la ville. Et puis ça a un autre effet, on m'a raconté ça à Dax, dans les Landes, c'est que les propriétaires n'acceptent pas du tout que leurs biens soient qualifiés de friche commerciale. Ça leur déplaît vraiment, ils sont vexés. Alors du coup ils disent mais non, pas du tout, c'est un investissement, et ben non, en fait c'est une friche commerciale, et votre truc là c'est une verrue dans la ville, donc il faut absolument le louer. Et donc là ça aussi, on m'a dit que ça avait un effet, j'ai pas vérifié, mais on m'a dit que ça avait un effet. Il y a plein de choses, hein, et je suis encore en train de prendre des notes maintenant sur les choses que j'ai pu voir un peu partout en France, mais une chose qui revient régulièrement dans les villes de votre taille, c'est la question du commerce le midi. Est-ce que les commerces doivent être ouverts le midi? J'ai vu ça aujourd'hui, un commerce qui avait écrit nous sommes ouverts toute la journée, et c'est pas évident parce que 15 000 habitants, on n'est pas sûr en fait d'avoir du monde le midi, parce que tout simplement les gens rentrent chez eux et ils reviennent l'après-midi, etc. Les gens qui travaillent sur place. Et on m'a raconté ça, c'était à Saint-Lô. Alors on m'a raconté ça à Saint-Lô. Ils ont imaginé un système où en fait ils peuvent pas, il y a 20 000 habitants, ils peuvent pas effectivement être tous ouverts le midi. Mais par contre ils ont imaginé que les commerces puissent être ouverts le vendredi midi. Et donc ils ont fait une opération vendredi le commerce est ouvert, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Et ça donne en fait, on sait, les gens le savent. Alors c'est bien sûr il y a des panneaux qui l'annoncent, il y a de la com, etc. Mais les clients, c'est-à-dire en fait tout simplement les employés ou qui travaillent là, les habitants évidemment, savent que le midi c'est ouvert. Et donc le vendredi. Et en fait comme c'est une seule journée par semaine, c'est possible un peu plus. Donc ils sont 70% de commerçants à l'avoir fait. Je trouve ça intéressant. Ça montre qu'on n'est pas obligé de faire des absolus. On peut jouer avec le temps et jouer avec l'espace. On peut faire ça, on peut faire des choses. On n'est pas, par exemple, si on fait une rue piétonne, on n'est pas obligé de le piétoniser toute l'année. On peut la piétoniser une partie de l'année. C'est le cas, par exemple, à Nantes, une rue qui n'est pas dans l'hypercentre, qui est un petit peu en dehors, et là, elle a été piétonisée l'été. À la demande des commerçants, parce qu'ils s'aperçoivent que les gens viennent, elle n'est pas exactement à côté, elle est un tout petit peu en retrait de l'hyper-centre-ville, et ils s'aperçoivent que les gens viennent volontiers à pied, donc elle est piétonisée, et pas seulement elle est piétonisée, le stationnement, il n'y a plus de voiture du tout. Et donc ça donne une autre image de la ville, mais seulement en juillet, du 15 juin au 15 septembre, je crois, je ne sais plus très bien, mais voilà, donc on peut jouer avec le temps.
on peut jouer avec l'espace également. Donc je trouve ça... alors voilà, ça c'est des petits éléments, hein, je les livre comme ça, c'est pas forcément universitaire, mais je vous les donne. Et puis effectivement, il y a cette question de s'appuyer sur la connaissance, sur les faits. Alors on a toute une série hein, de données qui existent, hein, celle de l'INSEE. Alors, et si on n'est pas content de celle de l'INSEE, parce qu'on a l'impression, j'ai eu cette discussion avec une agente tout à l'heure, et ben en fait on peut faire les siennes, on peut faire des observations. Si par exemple il y a des connaissances à avoir sur le nombre d'habitants qui vivent vraiment là, qui sont là à l'année, ceux qui sont en fait des demi-touristes justement, est-ce qu'ils sont comptabilisés dans leur lieu de résidence ici ou est-ce qu'ils sont ailleurs, peu importe, on peut faire ses propres statistiques aussi, on peut faire sa propre connaissance, notamment par exemple le prix des fonds de commerce. Le prix des fonds de commerce, on entend tout à ce sujet. On entend c'est trop cher. Ok, mais en fait il y a des endroits où c'est manifestement pas cher du tout, puisque en fait c'est l'entreprise de la deuxième chance s'installe en centre-ville pour faire un achat d'or ou un tatouage, et là c'est pas du tout, on peut pas dire que ce soit trop cher, c'est vraiment pas cher du tout, mais ça dépend des rues. Donc là il faut connaître, et on connaît pas forcément il y a peu de villes, à Digne ils l'ont fait, ils m'avaient dit, c'est regarder rue par rue quel est le prix moyen du fonds de commerce. Ça demande du travail, la municipalité peut le faire, l'agglo ou n'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais ça peut être la CCI, ça peut être un conscient, peu importe. Mais en tout cas, c'est un travail qui doit être fait pour mieux connaître la ville. Et puis, il y a cette chose évidemment qu'on a faite aujourd'hui avec les élus, bien sûr, c'est la balade urbaine, c'est observer la ville, c'est la regarder, et pas seulement le centre-ville, pas seulement à pied, parce que c'est plus simple en fait, c'est regarder la ville. On a fait ça à Pau, regarder la ville, voir quelles sont les ressources, les bancs, les toilettes, il faut qu'il y en ait, il faut qu'elles soient indiquées. J'étais même tombé à Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, sur les toilettes qui étaient ouvertes seulement aux heures de bureau, ça fermait à 12h10, ça rouvrait à 13h45. Voilà, il y a des choses, il y a des ressources. À Bayonne, il y a à la gare routière un système de location de vélos. Pas de vélos en libre-service comme à Rennes, mais simplement location de vélos, on peut louer des vélos. Mais personne ne le sait, c'est pas indiqué, ni à la gare routière et la gare ferroviaire sont à deux endroits différents de la ville. Et en fait, on le sait pas quand on est à la gare ferroviaire. Donc il faudrait l'indiquer, il y a une ressource là, parce que les gens peuvent du coup circuler plus, garer justement leur voiture, ensuite circuler à vélo, et ça prend moins de place, etc. Mais c'est pas indiqué. Donc voilà, c'est des ressources comme ça qui doivent être mises en avant. Et puis ce que je dis tout le temps, et j'ai pris une photo de Morlaix tout à l'heure qui est pas vraiment, c'est presque en ville, hein, on est presque en centre-ville, on est en ville en tout cas, c'est sûr. Mais une ville, c'est pas juste le centre et la périphérie, il y a tout le reste. Il ne faut pas oublier ça. Il y a tous ces quartiers qui sont ni le centre ni la périphérie, mais qui sont la ville par contre. Et puis agir sur l'espace public. Alors agir sur l'espace public, moi j'aime bien cette photo de la place de la République au Mans, qui est une place de briques et de broc. Les morceaux d'ailleurs le disent, beaucoup de morceaux m'ont dit qu'ils l'aimaient pas trop. Moi je l'aime bien parce que elle est vivante, il y a plein de monde. Elle est effectivement pas forcément harmonieuse, mais c'est pas grave. J'avais aussi une photo de la place du Cal de Charles-Louis de Mézières qui est beaucoup plus harmonieuse, ou de la place des héros de Arras, mais je vais pas vous raconter toutes mes places préférées parce que voilà, c'est un autre problème, mais chacun les siens après tout, mais c'est vrai que ça m'intéresse cet endroit parce qu'il y a beaucoup de monde. Et en fait, j'ai regardé à Morlaix, et je l'ai dit Madame la maire tout à l'heure, hein, c'est que j'ai pas vu pratiquement de place piétonne, ou à peine des petits morceaux de place piétonne derrière l'hôtel de ville. Et finalement, peut-être que la place piétonne de Morlaix, c'est ça. Mais finalement, je pense que c'est une question qui doit se poser quand même. C'est effectivement où est-ce qu'on se retrouve, où est-ce qu'on se croise. Alors, il y a plein de terrasses de café. On est en Bretagne, évidemment. Il y a plein d'endroits où on peut se croiser, se voir. C'est une ville dense. On retrouve cette ambiance que je connais dans beaucoup de villes bretonnes en particulier, mais pas seulement. Pour une ville de 15 000 habitants, c'est pas si évident que ça. 15 000 habitants, il n'y a pas toujours autant de terrasses de café. Mais voilà. Mais simplement, il faut... voilà, je lance cette réflexion, je pense que vous l'avez aussi. Et puis, il y a cette question du stationnement, qui est une espèce de serpent de mer qui revient absolument partout. Alors, c'est étonnant d'ailleurs, parce que on supprime le stationnement à Paris, vous avez des gens qui râlent, dans quel scandale on ne peut plus stationner. Bon, on fait la même chose à Rennes, il y a aussi des gens, et à Strasbourg, bon. Et puis, j'étais le jour à Sassy-sur-Marne, 1800 habitants, Seine-et-Marne. Et là, il y a des gens qui disent on peut plus se garer. À La Châtre, 4200 habitants, Indre, il y a des gens qui disent on peut plus se garer. Donc, partout, il y a quelqu'un qui va dire ça, et je suppose que là aussi. Mais simplement, regardons, observons, voyons quels sont les parkings. Alors, j'ai pris cette photo exprès, mais j'en ai plein d'autres, évidemment, de photos comme ça qui annoncent des parkings. Il y en a, en fait, des parkings. Il y en a pas mal. Ils sont pas très loin. Ils sont à 10 minutes, mais parfois, on ne sait pas.
pas. Alors je vous l'ai montré déjà aux élus, donc voilà. Mais je trouve intéressant qu'on dise à cet endroit-là, bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être enlever ces autocollants à moche qui sont dessus, mais là c'est gratuit, là c'est payant. Ce serait mieux de savoir quel est le prix. J'ai vu ça à Biarritz, on annonce le prix. Ce serait mieux de savoir à quel endroit ça se trouve. Est-ce qu'on est, à quelle distance du centre-ville on est, et pas en distance, en temps. 5 minutes du centre, 10 minutes du centre à pied. Et là, on a, et j'ai vu là aussi le parking Indigo qui annonce ouvert 24 heures sur 24. Bon, bah très bien, effectivement, si on veut se garer à 3 heures du matin à Morlaix, on peut le faire. Bon, mais simplement, ce qui serait intéressant, c'est de savoir quel est le prix et où est-ce qu'on est. Et c'est des choses comme ça qu'il faut indiquer, qui doivent être indiquées en amont. Dans les villes allemandes, il y a, y compris un peu à l'extérieur de la ville, tel parking, tel prix. Alors, l'Allemagne n'est pas la référence absolue pour tout et l'exemple parfait à suivre, mais simplement, c'est des choses comme ça. Il faut se préoccuper finalement. C'est en se préoccupant de l'automobiliste qu'on l'amène à davantage laisser sa voiture, parce que c'est l'objectif. Hein, un automobiliste qui traverse la ville, qui fait juste traverser, il ne sert à rien pour la ville. Donc, par contre, il doit le faire quand même, mais simplement il faut au contraire, celui qui vient, il faut lui dire, voilà, garez votre voiture, voilà, et puis après vous circulez à pied, ça va être simple. Et puis évidemment il faut, je l'ai déjà dit au début, choyer les gens qui se déplacent autrement qu'en voiture, parce qu'ils prennent beaucoup moins d'espace. Choyer les gens qui se déplacent à vélo en particulier. On le fait à Morlaix. Je parle de vélo à Morlaix, je me fais engueuler parce que ça monte et tout ça, mais je viens de croiser quelqu'un qui le fait tous les jours. Il m'a dit oui, c'est vrai, ça monte, mais je le fais. Et puis ça monte pas toujours. D'ailleurs, il y a des endroits d'abord où ça descend, puis il y a des endroits où c'est plat aussi. Hein. Et donc, il y a des endroits où on peut tout à fait. On parlait de ça avec une commerçante qui est sur le port tout à l'heure, et elle me disait, mais en fait, tout ça, c'est un peu de légèreté dans la ville. Quoi. C'est un peu de simplicité. En fait, finalement, on est des êtres humains. On est à pied, on est à vélo, on se croise, on se rend compte. C'est ça finalement une ville, c'est cette légèreté. Là, j'ai bien aimé ce mot de légèreté. Il y a des choses toutes bêtes. Il y a la signalisation des comment est-ce qu'on signale quand il y a des travaux. Est-ce qu'on fait ça? Accès interdit. Oh là là, mais sauf riverain. Alors moi je sais pas, je suis à pied, je comprends pas qu'est-ce que je dois faire, je peux passer ou c'est interdit, qu'est-ce qui va se passer? Et j'en ai plein des photos comme ça évidemment. À Dole, dans le Jura, ils font ça. Ils disent voilà, vos commerces restent ouverts, donc on peut passer. On voit qu'il y a des travaux, mais on peut passer. On sent qu'on est le bienvenu. C'est juste une question. Alors je sais bien que les signalisations routières, hein, on les a, ces panneaux, ils sont faits, etc. Peut-être il faut avoir un peu d'imagination de temps en temps et puis mettre ça. Profiter aussi parfois dans les rues piétonnes, il y a les blocs de béton qu'on commence à mettre partout pour les attentats à la voiture bélier, mais profiter de ça justement pour donner des informations, pour faire des bons, etc. Et puis indiquer, là aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, peut-être que ça peut paraître redondant, mais je trouve que c'est important de se dire qu'une ville, c'est ça. Indiquer tout simplement les temps de parcours à pied sur un plan, c'est très simple, Dunkerque le fait, c'est pas mal. Juste simplement, parce que ça m'est venu en visitant Morlaix hier aujourd'hui, c'est que quand la ville devient juste un lieu purement touristique, c'est très bien les touristes, j'aime beaucoup les touristes, je suis touriste aussi, il y a, comme je vous dis, les demi-touristes, les quarts de touristes, etc. Les quarts QART de touristes, et qui sont là un quart de l'année. Et en fait, il faut juste se méfier de ne pas faire la ville que pour les touristes, je pense que vous l'avez compris, mais faire d'abord la ville pour ses habitants, parce que finalement, la principale ressource des villes moyennes et des villes patrimoniales en France, ce sont les habitants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, alors il peut y avoir des questions, mais si des élus souhaitent parler d'abord ou réagir, je vous en prie, madame. Vous cherchez un micro. Simplement, je ne retrouve pas le micro. Merci infiniment pour tous ces propos qui sont très mesurés. J'apprécie énormément l'équilibre. C'est pas un exercice facile parce que quand vous arrivez dans une ville, on peut supposer que finalement vous êtes un peu attendu, à la fois pour dire ce qui ne va pas, mais pour aussi dire ce qui va bien. Et vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Vous avez juste analysé, vous avez observé, vous avez fait des préconisations. Et je trouve ça vraiment
passionnant. Les difficultés que vous avez soulevées, je crois qu'on les vit au quotidien. Les élus souriaient à certaines de vos interventions parce qu'on revivait quelques tranches de notre vie quotidienne, notamment sur la signalétique, là, le dernier passage. C'est un sujet qu'on connaît bien. Et effectivement, on s'arrache les cheveux pour trouver des idées. Et puis, ce que je trouve très intéressant, et vous l'avez fait tout au cours de votre intervention, c'est qu'il faut aller voir ailleurs comment ça se passe, il faut s'inspirer, il faut s'enrichir, il ne faut pas hésiter à se tromper, pas hésiter à se dire que ce qui est bien ailleurs n'est pas forcément bien chez nous, mais ce qui est bien ailleurs peut être bien chez nous aussi, et c'est vraiment très, très, très utile. Et d'une certaine façon, vous avez exprimé ce à quoi je crois personnellement profondément, c'est la démocratie. On parle beaucoup de démocratie participative, mais la démocratie implicative, eh bien, c'est peut-être quelque chose encore de plus important. Alors, en fait, je vous parle parce que j'attends le micro. Il est là. Que je suis supposée vous faire passer. Ah, voilà. Donc, Marlène va s'occuper de faire passer le micro et on va faire un petit temps d'échange, et ensuite vous pourrez librement, et nous pourrons tous ensemble discuter autour des livres qui sont à disposition et mis en place par la librairie Dialogue. Merci. Je retiens la démocratie implicative, je vais noter tout de suite. Voilà. Alors, je vois des mains, mais je vois pas grand-chose là. Mais... Ça marche. Si vous voulez, j'aurais aimé que vous parliez un peu du rôle social du commerçant. Souvent, on se résume à considérer que c'est une histoire de tiroir-caisse. Or, un commerçant, dans son travail, il assure un lien social et qui est pour moi essentiel. Avant de vendre un produit, il crée une relation, et la grande surface a détruit un peu et créé cet individualisme que nous, on doit compenser, si vous voulez, un tout petit peu. Maintenant, au point de vue emploi, la ville de Morlaix a perdu quelques milliers d'habitants. Il y a 30 ans, nous étions le premier employeur de la ville, toute activité confondue. Il devait y avoir 1400, il y a des commerces qui avaient jusqu'à 11 personnes comme employés. C'était plus fréquent qu'on ne croit. Et actuellement, il y a peut-être 400 personnes peut-être qui travaillent dans les commerces, toute activité confondue. J'aurais souhaité, si vous voulez, que vous développiez la relation grande distribution et commerce traditionnel un peu plus à fond, parce que, vous l'avez souligné, on parle toujours de création d'emplois de la grande distribution. Je prends le cas de l'agrandissement du Leclerc à Brest, où, toute opinion confondue, la majorité, moins une voix du conseil municipal, a voté pour l'agrandissement du centre Leclerc à Gouesnou à Brest. Pratiquement, il sera à l'origine de la suppression d'une centaine de commerces, sinon plus. Je trouve que la presse en général est assez conciliante avec la grande distribution et dénonce pas, si vous voulez, l'aspect négatif du développement. Je ne parle pas de la marchandise qu'il propose, je parle de la restructuration qu'il nécessite au détriment des centres-villes. La rue Jean Jaurès et la rue de Siam est presque vide, because les municipalités en place préfèrent souvent favoriser la grande distribution que le commerce traditionnel du centre-ville. Merci. Oui, effectivement, j'ai pas tout développé parce que j'ai déjà beaucoup parlé longtemps, mais simplement, oui, le lien social, vous avez raison, évidemment. C'est pas toujours le cas, hein, mais c'est vrai que en parlant hier avec Monsieur Delalaude, je crois, qui va transformer son magasin maintenant en galerie, mais il me disait c'est ça, en fait. Il a beaucoup travaillé sur Internet et maintenant il est revenu ensuite plutôt dans sa boutique, et il dit en fait c'est quand même beaucoup plus agréable pour lui aussi de parler avec des gens, et c'est vrai. Alors cela dit, je suis désolé de dire ça, malheureusement je le regrette aussi, mais malheureusement tout le monde ne partage pas ça. Il y a des gens aussi qui considèrent que, après tout, si pour acheter quelque chose, je préfère tout acheter au même endroit, passer à la caisse et je m'en fiche, et après tout, s'il n'y a pas de caissier ou de caissière, peu importe, voilà. Et c'est malheureusement, ça existe aussi. Mais voilà, je pense que quand on est conscient de ça, vous avez tout à fait raison, il faut le vivre, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut se dire, bah oui, je vais
faire bénéficier le commerçant parce que je souhaite avoir cette relation. Et c'est vrai que de toute façon, on est mieux. Si vous allez dans une librairie, c'est tout bête, évidemment, je connais mieux parce que je vais souvent dans les librairies pour acheter des bouquins, mais évidemment, je préfère, pour plein de raisons, évidemment, vous imaginez bien que je ne vais pas acheter mes bouquins sur Amazon, mais au-delà de ça, j'aime bien parler, alors des fois non d'ailleurs, mais je trouve que c'est quand même ça qui est un lien très fort, c'est qu'on peut avoir des conseils, on peut discuter, on peut les marchands de légumes, tout bêtement, les marchands de commerce de bouche, comment cuisiner ça, c'est toujours très intéressant, on apprend toujours plein de choses, voilà, donc ce lien-là, il est fort. Pour ce qui concerne effectivement la relation, c'est une autre question un peu, c'est la relation de la manière dont sont accueillis les zones commerciales. C'est vrai qu'il y a une sorte de facilité à vouloir trouver ça très bien. Ça a longtemps été comme ça a été la modernité absolue. Songez que le premier hypermarché français a été inauguré en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, en présence de Françoise Sagan, quand même l'écrivaine de Saint-Germain-des-Prés, tout ce qu'on veut, mais qui était là parce que c'était la modernité triomphante imaginez aujourd'hui une écrivaine de Saint-Germain-des-Prés inaugurant une zone commerciale. Bon. Et donc c'était normal. Et quand le centre commercial du Prado a ouvert l'an dernier à Marseille, dans la presse locale, il y a eu tout un tas de pages dithyrambiques en expliquant que l'architecture était superbe, en décrivant tous les différents détails de l'architecture, etc. Et c'est vrai qu'il y a cette tendance-là. Mais quand même, je trouve de moins en moins. Et il commence à y avoir, j'ai lu pas mal quand même d'articles et aussi vu toute une série de reportages télévisés, etc. De plus en plus qui disent attendez, mais là vous êtes en train de détruire notre ville, ça pose un problème, justement il y a la convivialité. Donc c'est vrai qu'il y a eu, mais exactement comme dans la population en général, on dit aux gens vous avez un nouveau Leclerc, il va s'agrandir, ah ben c'est génial, beaucoup de gens réagissent en disant mais c'est super, comme ça je vais pouvoir acheter moins cher, je vais trouver encore plus de trucs, en plus celui-là il va être tout près de mon quartier alors que sinon je devais traverser la ville. Il y a plein de gens qui réagissent de cette façon. Moi je pense que c'est un sujet qui devient justement plus seulement de l'ordre de la pure consommation, mais c'est pour ça qu'il faut le rendre public, quoi. Je crois qu'il faut que vous viviez bien fort les mains et que voilà, là. Merci. Bonsoir. J'avais une question. Vous évoquiez le fait que le trop-plein de voitures, c'était un peu en train d'être un poison pour nos villes, et également l'agrandissement des zones commerciales qui posait de plus en plus de problèmes. Est-ce que le problème de nos villes et de nos sociétés de nos jours, ce serait pas en fait le grand capitalisme qui est en train de tuer lentement mais sûrement un peu tout ? Non. Non, je pense pas ça. Non, on est en économie de marché, en effet. Enfin, les commerces de proximité, c'est aussi l'économie de marché. Donc, mais par contre, là où je comprends ce que vous dites, c'est que effectivement, le fait d'avoir, là encore, je suis désolé, la même personne, Monsieur Delahoude, mais je discutais de ça avec lui. Il a eu son site internet un temps. Il a plusieurs sites, ça fonctionnait très bien. Et puis maintenant, ça fonctionne plus. Et la raison pour laquelle ça fonctionne plus, c'est qu'il y a les algorithmes qui font que c'est Amazon qui est privilégié. Et parce que Amazon a payé beaucoup plus Google, etc. Et quand on est une grosse boîte, c'est plus simple. Et moi, je résume pas tout ça à simplement l'argent. Je pense que l'argent est un moyen et qu'on l'utilise et que c'est un moyen nécessaire à la société. Mais simplement, le fait d'avoir, et là où peut-être je suis d'accord avec vous, c'est que l'avidité, simplement, quelle qu'elle soit, est quelque chose qui est délétère, en effet. Et le fait, et on le voit d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit aussi, pas à Morlaix mais à d'autres endroits, c'est les gens qui veulent juste faire un coup, ils ouvrent un commerce pour faire un coup en 3 ans, pour pouvoir faire rentabiliser le truc à fond, et puis voilà, et alors qu'auparavant un commerce c'était on sait que ça va durer longtemps, qu'on fait une vie avec ça, ou une partie de vie en tout cas, et donc on a moins cette volonté d'avidité, au moins cette recherche de s'enrichir vite, très vite, voilà. Donc voilà, là-dessus je suis plutôt d'accord avec vous, mais on est en économie de marché, enfin mon point de vue, c'est celui-là, hein. On parle d'économie, pas seulement, mais on parle d'économie.
on a besoin d'argent, au sens où on a besoin de l'argent en tant que vecteur, tout simplement. Et par contre, la question à se poser, c'est comment on l'utilise et comment on comment on l'utilise en fait fondamentalement. Et bien sûr qu'il y a des grosses entreprises, etc., qui ont leur légitimité aussi. Je pense qu'effectivement, il faut faire également très attention aux petites et moyennes entreprises, et puis par ailleurs, c'est pas juste. Vous avez en centre-ville aussi des enseignes qui sont parfois aussi des grosses boîtes également. Donc moi, je trouve beaucoup plus complexe que simplement le capitalisme qui serait destructeur. Désolé. Oui, bonsoir. Moi, j'ai lu votre bouquin en une demi-journée, donc j'étais passionné. Et il y a un point que j'ai trouvé particulièrement pertinent vous l'avez évoqué rapidement. C'est pas moi qui fais la mitraillette. Je sais pas. Faut que je vais parler sans micro. Non, mais allez-y. Non, c'est bon. C'est quand vous évoquiez les villes touristiques. Et il me semble qu'à Morlaix, il y a un profil qui s'y prête très bien et qui est probablement sous-exploité. Mais ça, c'est après avoir lu votre bouquin que, encore une fois, je conseille les uns et les autres d'acheter. Il y a 4 points que j'aurais voulu que vous évoquiez. Le premier, il ne me semble pas que vous les ayez évoqués dans le bouquin. Le premier, c'est le changement de tendance dans les grands groupes, comme Auchan en particulier et d'autres, qui tentent de revenir en ville. Bon, je crois que c'est un phénomène... moi, je suis ni pour ni contre le capitalisme. Ce que je constate, simplement, c'est que chez eux, il y a une réflexion, entre autres parce que les grands centres commerciaux n'ont plus l'expansion qu'ils avaient auparavant. Le deuxième point... vous l'avez évoqué rapidement, mais c'est cette forme d'hybridation du commerce. On fait à la fois du commerce physique, on utilise Internet, etc. Et ça me semblait intéressant par rapport à l'avenir. J'ai pas compris la quoi du l'hybridation. Oui. À la fois du commerce, de l'Internet, du livraison à domicile, etc. De changer un peu de métier par rapport à ça, d'évoluer dans ces pratiques. Le troisième, vous n'avez pas évoqué les associations de commerçants. Moi, j'ai habité et travaillé il y a longtemps à une ville qui s'appelle Nancy. Il y a aussi une très belle place Ducal que je vous conseille de visiter. La question des associations de commerçants. On était à l'occasion, on a créé une association qui s'appelait les Vitrines de Nancy. Et vous ne l'avez pas évoqué. Est-ce que c'est parce que c'est du passé, les associations? Est-ce que c'est trop compliqué? Bon, moi, je ne l'ai pas vu dans le bouquin. Ah si. Je ne l'ai pas bien lu, alors. J'ai dû trop vite. En une demi-journée, oui. Bah oui, mais j'ai prévu de relire après vous avoir écouté. Et après... C'est fait pour ça. Bah oui, on relit en 2 fois. Mais c'est normal, bien sûr, moi aussi je fais ça. Voilà, ça c'était un peu les points. Et un dernier point, moi c'est un de mes hobbies, c'est le rôle des halles dans les villes. Ah oui. Peut-être que vous l'avez évoqué, mais je ne l'ai pas vu. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les villes qui gagnent en termes de commerce, et en particulier le commerce de bouche, c'est les villes où il y a des halles, qu'elles soient belles ou pas, c'est pas la question. Et il y en a une qui m'a fasciné ici, c'est une halle qui est à Vannes, qui je trouve structure le marché du samedi. J'en ai vu des très belles, j'en ai eu une effectivement à Nancy, qui est connue, et d'autres. Et je trouve très dommage qu'ici, dans cette ville qui avait une halle, qui a encore des très belles photos historiques, cette halle est disparue et qu'elle ne structure plus le commerce de bouche de la ville. Voilà. Bon, je vais essayer de répondre à ces questions, mais là encore, n'étant pas spécialiste de tout, je suis désolé. Simplement, oui, la tendance des grandes enseignes, notamment, enfin de grande distribution, à reprendre place en centre-ville, oui, c'est vrai. Ils le font, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une clientèle, tout simplement. Ils étaient simplement en périphérie avant. Alors, c'est parfois, et c'est vrai qu'on les accuse parfois de vider d'abord la ville, ensuite de revenir. Je crois que c'est plus complexe que ça, parce que leur horizon ne va pas si loin que ça. Mais des fois, ça donne cette impression. Alors, j'aime bien en fait, en ville, il y a justement, vous disiez hybridation, mais justement, c'est hybride sur un autre plan. Il y a à la fois de la grande distribution, à la fois des enseignes, à la fois des commerces indépendants. Et c'est un mélange. En périphérie, vous avez quelques indépendants quand même, mais ils sont minoritaires, ultra minoritaires. Alors qu'en ville, il y a un mélange. Même la rue de la République à Orléans, qui est une rue, c'est la rue des enseignes. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a le tramway qui passe là au milieu. Et en fait, quand on veut se renseigner sur ça pour savoir quelles sont les nouvelles enseignes, il faut aller là parce qu'elles sont toutes les unes à côté des autres. Et vraiment, voilà. Et en fait, bien sûr, il y a beaucoup d'enseignes, et pas complètement seulement des enseignes, mais presque seulement. Mais dès qu'on tourne au coin de la rue, on voit autre chose. Et on voit le commerce de bouche, voilà, le commerce de quartier qui n'est pas l'enseigne. Donc il y a une sorte de mélange de tout ça. Donc en fait, Auchan, à la limite,
Bon, évidemment, je voudrais pas qu'il soit partout, tout le temps, etc. Mais il vaut mieux qu'il soit en centre-ville que pas. Plutôt qu'il y ait une friche ou plutôt qu'en périphérie. Donc voilà, c'est quand même... ils peuvent apporter aussi des choses, mais ça dépend évidemment de la configuration. Donc ça, c'est une chose. Évidemment, j'ai tendance à privilégier pour plein de raisons, pour des raisons d'emploi, pour des raisons de récompense du travail, pour des raisons de à qui va l'argent, de où va l'argent. Quand vous allez dans un commerce de proximité, l'argent reste en ville. Quand vous allez chez Auchan, il va à Néchin, qui est la banlieue de Lille, en Belgique, où la famille Mullier vit pour ne pas payer l'ISF en France. Je rejoins madame là pour ce sujet, mais c'est vrai. Donc ça, c'est une chose. Alors, j'essaie de répondre à toutes les questions. Alors, l'hybridation commerce physique, oui, bien sûr, les gens le font tous, mais j'arrive pas très bien à... je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez de moi sur ce sujet. Je suis pas un spécialiste de l'e-commerce, mais oui, effectivement, ça commence à se faire, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ça semble assez logique pour un commerce. Alors si, le truc qui peut être ce que je peux apporter simplement, c'est, dans ce que j'ai pu voir un peu partout, c'est que bien sûr, il y a tous ces lieux de livraison. Et la question est de savoir où est-ce qu'on met les lieux de livraison. Et donc, il y a des commerces de ville. J'ai vu ça à La Châtre dans l'Indre, toute petite ville, hein, mais là, il y a un commerce, je ne sais plus ce qu'elle fait exactement, la dame, mais qui devient le centre de livraison de la ville. Elle est en ville. Et c'est super parce que du coup, elle fait venir des gens en ville, en fait, ou elle maintient des gens en ville. Et donc, le centre de livraison, c'est bien qu'il soit aussi en ville. Pas forcément en hypercentre, mais qu'il soit en ville et pas dans la zone. Voilà. Donc, ça me semble intéressant qu'on se pose ces questions de la logistique également à partir de la ville. Association de commerçants, bah si, oui, bien sûr, c'est très important. Là, j'en ai pas parlé parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais l'impression que j'ai, c'est que alors il y a plein de configurations. Des fois il y en a qu'une, des fois il y en a 5, des fois il y en a 15. Des fois elles défendent seulement leurs intérêts très précis, des fois c'est très très variable. Des fois il y a celles qui sont réunies autour du simplement parce qu'elles avaient un intérêt avec les comment on appelle ça, les cartes de fidélité, d'autres. Enfin bon, voilà, il y a plein de configurations différentes. Ce que je trouve intéressant, c'est ce qui se passe au Canada, qui est un peu autre chose que l'association de commerçants, mais c'est ce qu'on appelle les sociétés de développement commercial en français, ou les Business Improvement District en anglais. C'est né à Toronto, et en fait l'ensemble des professionnels d'une même rue font une association. En fait, il y a même une loi qui dit en fait que quand il y a une volonté de la majorité, de 60%, je crois, des professionnels de telle rue pour faire une association, tout le monde doit y adhérer. C'est de l'ordre de $400 ou 400 euros par an, où ça dépend évidemment de la ville et tout ça, mais ils doivent y adhérer, et donc ça fait une représentation qui dépasse, c'est pas juste une association de commerçants avec qui est catégorielle, etc. Ça dépasse les commerçants, donc c'est toutes les activités, y compris les professions libérales, y compris les artisans, etc., les autres entreprises, et ça leur donne une... Alors moi j'ai vu ça à Avenue du Mont-Royal à Montréal, un jour ils avaient justement fait cette utilisation temporaire, un beau jour de printemps, où il s'était dit on va faire vivre, c'est en fin de printemps, il y a la neige a fondu, etc. Et là ils avaient organisé un samedi plein de commerces qui étaient là, plein de stands de divers trucs, plutôt les commerces de la ville. C'est pas un marché, donc c'est pas un marché avec des commerçants extérieurs qui arrivent, c'est donc les commerçants eux-mêmes qui vont sur le trottoir et qui proposent, donc il y avait plein de monde. Et ça m'a amusé, il y avait devant un magasin de vêtements un spectacle de jeunes qui dansaient, qui faisaient sur du, je sais pas ce que c'était, du hip-hop ou je sais pas quoi. Et à un moment, la personne qui anime dit, en fait, les jeunes que vous voyez là sont habillés par le magasin qui est à côté. Et je trouve ça super, ça m'a fait une manière de dire, voilà, on anime la rue, on sait que c'est pas gratuit parce qu'on le fait, mais on le dit. Et ça, c'était organisé par la fameuse SDC, donc Société de développement commercial, qui avait réfléchi à tout ça. Et une association de commerçants, alors seul peut l'imaginer, mais je trouve que c'est plus intéressant quand il y a une sorte de réflexion un peu plus globale qui va au-delà simplement de l'intérêt catégoriel, qui est de réfléchir à l'échelle au moins de la rue, voire du quartier. Qu'est-ce qu'on peut... Alors ça peut venir aussi bien sûr des pouvoirs publics, hein, mais ça permet voilà, ça dépasse les concurrence classique qu'on peut voir entre les commerçants, ça va plus loin. Voilà. Et puis dernière chose, les halles, oui bien sûr, évidemment, moi je connais celles de Pau qui viennent d'être réouvertes il y a un an, et dont ils sont très fiers, à juste titre. Celles de Nancy, etc. Il y en a plein. Les gens aiment beaucoup les marchés. Ça apporte un plus incontestablement.
marché de la place des Lys à Rennes, évidemment. Après, s'il n'y a pas, il y a le marché quand même. Donc c'est vrai que c'est bien, les halles, c'est toujours... il faut qu'à l'intérieur, ça donne envie. Les halles de Narbonne, je ne sais pas si vous connaissez, il y a ce marchand qui fait la viande en direct, etc. Enfin, il s'envoie, il cuisine, le boucher lance carrément la viande au cuisinier, etc. Donc c'est un spectacle, que les gens viennent pour ça, de toute la région pour voir ça. Le marché de Béziers, par contre, il n'y a que des... c'est pas intéressant du tout. Donc c'est juste des restaurants, en fait, tout simplement. Donc ça dépend de ce qu'on en fait. Donc oui, bien sûr, moi aussi j'aime beaucoup les halles, mais il me semble qu'il n'y a pas que ça. Il me semble que c'est bien, mais le marché déjà est quelque chose de très important, en fait. Voilà. J'espère avoir essayé de répondre à votre question. Alors, je ne sais pas qui... Voilà. Oui, je voulais vous dire que je pense que de laisser le cinéma dans les centres-villes, c'est très important. Si vous le mettez dans une zone commerciale, les gens ne viennent pas prendre un pot après, quoi. C'est très important. Vous avez parlé de Pau, que je connais bien, puisque je suis du Béarn. Pau est placé de façon telle que le week-end, Pau est quand même désert, parce qu'en été, les gens vont à Biarritz, et l'hiver, ils vont au ski. Donc, c'est quand même très particulier. Et j'ai des amis qui sont jeunes, la quarantaine, qui habitent près de Tarbes, dans les villages autour de Tarbes, et qui m'ont dit qu'ils ne vont jamais dans le centre-ville. Ils vont tous dans les zones commerciales, etc. Et ils n'hésitent pas d'aller jusqu'à chez Ikea à Bayonne pour faire leur cuisine, vous voyez. Donc ils ne s'intéressent pas du tout au centre-ville. C'est la génération des cadras. Voilà. C'est mon constat. Alors, juste deux réactions, oui. Alors, je permets bémol quand même. Pau n'est pas totalement désert le week-end. Il y a encore des gens, il y a encore ce marché, etc. Ça dépend. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui font ça, mais tout le monde ne part pas faire du ski dans les Pyrénées l'hiver et puis à l'intersaison, etc. Donc c'est pas. Et puis je suis pas sûr que les Palois adorent Biarritz non plus. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème dans beaucoup de villes. Hein. On voit ça. J'imagine que vous pouvez connaître ça aussi avec la côte. Donc simplement, justement, le fait de redynamiser, ils essayent de le faire, et c'est une ville très atteinte. Ça montre que ils essaient de contrer ça justement aussi. Et puis il n'y a pas que le week-end, il y a tout le reste. Bon, voilà. Concernant les cadres, non, je pense que c'est pas du tout une question de génération. C'est vraiment toute génération confondue. Et au contraire, vous avez des gens de cet âge-là qui veulent être justement des citadins, qui veulent consommer local, etc. Donc je pense que c'est beaucoup plus une question de la manière d'envisager la vie que de génération. Vous avez des personnes plus âgées, retraitées, qui veulent absolument rester autonomes en voiture et qui font tout parce que c'est compliqué, pas forcément de se garer, mais de faire une manœuvre dans une ville, faire une manœuvre. Donc ils vont dans une commerciale. Puis il y en a d'autres exactement du même âge qui se disent à mon âge que j'ai intérêt à continuer à marcher, et donc je marche et je veux au commerce de proximité. Donc franchement, je suis très réservé sur l'histoire de génération. Mais voilà, ça c'est mon constat aussi de journaliste. Hein. Ça vaut rien de plus que ça, mais c'est mon constat. Et le cinéma, oui, tout à fait d'accord. Oui. C'est vous, Xavier. Bonsoir. Je trouve justement très rafraîchissant l'approche journalistique et empirique plutôt que le côté très universitaire qu'on peut avoir dans certaines conférences. Et je voulais juste vous poser une question, savoir si vous avez des bons exemples et d'analyse des suites de villes dans lesquelles il y aurait eu une forte limitation de la voiture en centre-ville, avec tous les aménagements urbains qui pouvaient en découler, et voir vraiment s'il y avait eu si on avait pu mesurer les conséquences sur l'attractivité, tant pour le commerce que pour les habitants, sur l'attractivité de la ville, sur est-ce que de nouveau des habitants qui étaient en périphérie trouvaient que ça redevenait intéressant d'habiter au centre-ville. Est-ce qu'il y a vraiment des exemples intéressants à suivre là-dessus, et des analyses peut-être plus universitaires aussi là-dessus, quoi. Oui, alors en fait, oui, mais c'est pas immédiatement c'est pas forcément les mêmes. En fait, dans une ville aussi, ce qui se passe, c'est vrai que c'est très important, c'est qu'il y a une rotation des gens, beaucoup. Les gens qui arrivent, les gens qui partent, des gens qui arrivent aussi à l'âge d'être adultes et d'habiter de manière indépendante, et puis des gens qui décèdent. Et donc on a vraiment une évolution des vies. Donc c'est pas forcément
exactement les mêmes, ceux qui étaient avant en périphérique, qui ensuite reviennent en ville, mais par contre, c'est plutôt ça. Alors évidemment, je vais vous parler de Strasbourg, mais Strasbourg est la ville probablement la plus piétonne de France, la capitale du vélo, tout ce qu'on veut, et c'est une ville tout à fait florissante où le taux de croissance, le taux de vacances commerciales ne dépasse pas 3%, évidemment. Mais au-delà de ça, ce qui se passe avec la réforme du stationnement récemment, c'est que de plus en plus de villes, moi je le constate, autant en 2014, après les élections municipales, il y avait eu une tendance à vouloir dire on va remettre la voiture parce qu'on a donc supprimé des trottoirs, supprimé des places piétonnes à Béthune, etc. Enfin, et là, les maires font l'inverse parce qu'ils ont compris qu'en fait une ville c'est vivant. Donc, et alors, en fait, personne ne limite, personne n'interdit la voiture. En fait, personne. C'est-à-dire, il y a des endroits où on le fait, des moments où on le fait, même dans le centre de Strasbourg. Bon bah oui, effectivement, c'est plus compliqué en voiture. Il y a tous les autres moyens de transport, mais par contre, ça reste quand même relativement limité. Enfin, c'est quand on compare quand vous entendez, parce que c'est vrai, c'est très facile de dire on va bannir la voiture. En fait, personne l'a bannie. On la limite, on la réduit, on réduit l'usage. On réduit la possession potentiellement. C'est des gens qui en fait l'utilisent jamais, qui se disent tiens ça sert plus à rien. Alors je m'en débarrasse et puis je finis par la louer de temps en temps quand j'en ai besoin. C'est plutôt ça en fait les évolutions. Et c'est vrai que là de plus en plus, moi ce que je vois dans les villes un peu partout, c'est une volonté en tout cas de faire de la ville un lieu agréable. Donc c'est ça en fait qui est plutôt que de se poser la question par rapport à la voiture, c'est de se poser plutôt la question par rapport aux piétons finalement. Et c'est pas d'ailleurs, personne ne parle de tout piétoniser, mais c'est pouvoir facilement traverser la ville à pied. Quand on habite dans un quartier légèrement excentré, c'est pouvoir venir à pied facilement. Et parfois il n'y a pas de trottoir. On l'a vu tout à l'heure en montant, il n'y a pas de trottoir des fois. Et donc les gens ne le font pas, du coup ils font comme tout le monde, ils prennent la voiture. Donc c'est plutôt ce genre de choses-là. Et c'est compliqué ça, parce que autant dans le centre-ville ça se voit, c'est tout de suite immédiatement comptable, on en parle, etc. Autant refaire un trottoir dans un quartier un peu excentré, finalement ça se voit pas immédiatement. Et pourtant c'est très important. C'est un passage, c'est une passerelle à tel endroit, c'est des choses comme ça en fait qui facilitent la vie finalement de l'habitant quand il est à pied. Et donc ça, alors est-ce que oui, il y a plein d'études qui montrent. Alors il y en a plein en réalité. Pour répondre vraiment à votre question, à chaque fois qu'on pose la question, parce que c'est aussi une manière de poser la question. Vous êtes venu comment? Et en fait, très vite, on s'aperçoit que beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on imaginait, sont venus autrement qu'en voiture. Ils sont venus soit en bus, soit souvent à pied, ou soit ils étaient déjà là, ils étaient dans le coin parce que dans le commerce, à chaque fois qu'on fait cette étude, il y a une étude qui m'est venue à Vannes, qui avait été faite par pas très longtemps, une semaine seulement. Il ferait mieux. On a besoin de ce genre d'études, il faut les faire souvent. Ils avaient fait ça une semaine, ils avaient demandé aux gens la place du poids public. Je ne sais pas si vous connaissez la place du poids public à Vannes, c'était il y a déjà 2 ans, donc elle a pu changer, mais elle n'était pas piétonne à l'époque. Et les commerçants, il y a tout comme commerce, ont demandé à leurs clients, vous êtes venus comment? Et en fait, ils se sont aperçus, alors ils s'attendaient, il y a, je crois, un peu plus de la moitié qui sont venus en voiture. Mais par contre, dans les Vantais, là, il y a une majorité qui était venue à pied. Et donc, c'est à l'encontre à Vannes, 50 000 habitants, 55 000 habitants. C'est pas Paris. Paris, 79% des courses se font à pied. Mais là, c'était Vannes. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que c'était effectivement pas ce qui est attendu. Et ce type d'études, on en a besoin. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein, toute une flopée. Je crois que j'en évoque plusieurs dans le bouquin. Mais on demande aux commerçants, à votre avis, vos clients viennent comment? Et souvent, ils disent en voiture. Et puis, en fait, ils sont venus en bus et à pied. Donc voilà. On va prendre encore 2 questions et vous pourrez continuer à échanger avec Monsieur Razemont pendant la séance de dédicace. Alors c'est pas vraiment une question, mais je voudrais tout d'abord vous remercier pour la nuance de vos propos, parce que effectivement, on pâtit depuis pas mal d'années dans l'aménagement du territoire de visions très radicales sur des façons de penser la ville de manière hyper monospécifique et dans une temporalité très définie. Et à partir de la transmission que vous nous faites ce soir, moi je me demande si, à partir d'une autre question qui est peut-être un peu difficile, mais à qui appartient la ville, et à un moment de se demander si cette transmission-là, l'espace public, est-ce qu'il n'est pas aussi l'endroit de la création finalement qu'on pourrait voir comme une intensification du savoir, de la transmission que vous nous faites là, et on pourrait même imaginer des créations
d'école populaire d'urbanisme ou de la ville, de la transformation de la ville, parce que en fait j'ai eu de la chance de pouvoir aller au Danemark, donc un pays où finalement la relation à l'espace public est hyper intéressante et vraiment vécue. Et à un moment, ça pose la question aussi de voilà, à un moment, est-ce que tous ensemble, on pourrait réfléchir à ces questions-là, à même la ville. Alors, notre théâtre est très beau, mais effectivement, à un moment, on peut sortir toutes ces idées-là directement dans la ville. Et vous parliez de taxes sur les commerces vacants, et on pourrait se demander aussi si ces moments de vacances, on ne pourrait pas les retourner positivement comme quelque chose, à un moment, d'un moment dans la ville où, au lieu de taxer ces commerçants qui voudraient pas louer, à un moment, est-ce que ces lieux-là ne pourraient pas être de nouveaux lieux d'intensification, justement pour des événements citoyens, populaires, qui créeraient de nouvelles dynamiques, une appropriation d'un lieu. Et effectivement, comme vous le disiez, ce qui semble hyper important aussi, c'est de faire ressentir un lieu. L'expérience d'un lieu est hyper importante. Et deuxième chose, ce que j'ai moins entendu, et pour rebondir sur la question de la halle, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on a peut-être moins ressenti ce soir, c'est quand même le lien entre la ville et la campagne. Et que les halles, effectivement, il y a quelque chose dans les halles qui sont des lieux dans lequel il y a une vraie chance de fusion entre ces éléments-là, ville et campagne. Et que c'est aussi des lieux, comme je le disais, on pâtit un peu de manière un peu monospécifique de voir l'espace, et à un moment, l'hybridation de lieux comme ça, qui ne sont pas forcément que des lieux de commerce, pourraient devenir des lieux de sport, de culture, et à un moment, de réfléchir non pas de manière monospécifique, mais hyper ouvert dans le temps et dans l'espace. Voilà, c'était des remarques. C'est une contribution à la réflexion. En fait, c'est ce qui est en train de se passer. À Morlaix, il y a plein de lieux culturels en réalité, donc c'est aussi le cas. Moi, je suis ravi d'être un prétexte, en fait. Ravi de justement que la discussion se fasse. Après, je ne maîtrise plus, après tant mieux, mais c'est souvent à ça que ça sert. Ça permet de discuter avec d'autres personnes, de proposer vos idées. Alors, concernant les lieux vacants, alors c'est pas les commerces, hein, les commerçants qui sont taxés, c'est les propriétaires, c'est pas pareil. C'est plutôt les propriétaires qui non. Parfois ils sont commerçants ou anciens commerçants, mais parfois ils sont juste propriétaires parce qu'ils ont acheté le truc ou qu'ils en sont propriétaires depuis longtemps, ou leur famille, ils en ont hérité. Donc voilà, c'est plutôt ça. Hein. Et simplement, oui, il y a des endroits où on fait. Alors j'ai vu ça. Alors c'était où je sais plus, mais dans une ville, une artiste qui a décidé de réutiliser tous ces lieux vacants, qui s'est rendu compte qu'il y avait ce truc-là. Je ne sais plus dans quelle ville c'est. Il y a un festival tous les ans, une petite ville. Et en fait, elle a fait poser. Elle est photographe. Elle a fait poser dans les vitrines vides, en fait, des différents groupes. Alors l'association ou les pompiers, l'association de la chorale, je sais pas, tel ou tel. Bon. Et du coup, ça fait des photos. Bon, ok. Et on les a exposées. Et ça a mis justement le doigt sur. Bon. Après, il y a des endroits où on transforme les vitrines on met ce qu'on appelle la vitrophanie, c'est-à-dire qu'on fait des fausses vitrines, ou alors on fait des œuvres d'art dessus, comme j'ai vu à Saint-Étienne. Simplement, vu le nombre de vitrines vides en France, il va en falloir des écoles de beaux-arts pour faire des tableaux sur les vitrines. Alors oui, ça peut être le cas, ça peut être un moment où vous avez raison. Après, je crois que alors les centres commerciaux, ils sont très forts pour ça au passage. Vous voyez même pas qu'il y a des vitrines vides, vous croyez juste que c'est un mur. Ils ont tout à fait compris ça. Moi, j'en ai vu à Saint-Malo, au Cap Emeraude. C'est marrant, en fait, on voit pas que c'est un truc vide. Ils avaient ouvert un machin il y a 2 ans avant, et en fait, la moitié des cellules étaient encore vides. En plus, ils en construisaient encore un côté. Et en fait, c'était vide, mais ça se voyait pas parce qu'ils avaient juste même pas, enfin, ils avaient maquillé littéralement. Ça se voyait pas. Et c'est vrai qu'on peut imaginer ça, mais je pense quand même que dans un cœur de ville, ce qui compte, c'est quand il y a une activité. Alors après, quand on quitte un peu la ville, ben oui, il peut y avoir autre chose, et notamment de l'habitat, et pourquoi pas aussi, et des endroits où des locaux à vélo. Enfin, il y a plein de choses. Par contre, là où vous avez raison, c'est que quand il y a une activité qui vient,
quand il y a une demande ou d'une association par exemple, ou un établissement public qui veut déménager, ou une réunion de, je sais pas, de 2 antennes de Pôle emploi, j'ai n'importe quoi, là on peut se dire, on a des lieux, peut-être qu'on peut les utiliser. Alors c'est pas toujours facile, mais c'est la haute couture et tout ça, mais voilà. Et voilà, j'espère avoir à peu près répondu à la question. Ville et campagne, oui, je suis d'accord, mais je suis pas sûr de pouvoir en ajouter plus que ce que vous avez déjà dit. Bonsoir. Donc moi j'avais une question vraiment spécifique à la ville de Morlaix, donc particulièrement à Madame la maire, et peut-être votre expérience également pour avoir vos retours. J'avais vu qu'il y avait eu un don d'1 million d'euros à la ville de Morlaix pour des projets culturels du nonagénaire, et je voulais savoir où ça en était. Et dans quelle manière on pourrait impliquer les citoyens? Est-ce que vous comptez peut-être faire un sondage sur la manière de les utiliser? Est-ce que vous, peut-être, vous avez vu des cas similaires, que ce soit avec des dons ou d'autres choses, avec un budget tel que celui-là, s'il y a des possibilités de faire des choses intéressantes? Et voilà, au niveau projet culturel. Je pense que Madame Lebrun va vous répondre, mais... Oui, tu vas prendre le micro. Ça va faire la transition, merci. Ça peut faire la transition. Merci pour cette question, parce que c'est un point que je n'ai pas abordé tout à l'heure et que je regrettais de ne pas avoir abordé. J'ai dit que nous avons fait le choix du patrimoine, des cheminements, et il y a un troisième point évidemment, c'est la culture. La culture, mais pas seulement les équipements culturels, également les métiers liés à la culture. Et pour répondre spécifiquement à votre question, le conseil municipal a voté pour un équipement culturel qui se trouvera 9 rue de Paris, puisque 9 rue de Paris, nous avions, c'est ce qu'on appelle l'ancien Neurodif pour les Morlaisiens, mais c'est surtout un bâtiment à forte valeur patrimoniale. Et c'est aussi dans une rue qui est une entrée de ville qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Donc nous avons refait les chaussées et surtout les trottoirs qui sont maintenant, vous en parliez tout à l'heure, sur l'accès piétonnier. Donc ce sont des trottoirs qui n'étaient pas d'abord aux normes PMR, personnes à mobilité réduite, mais qui n'étaient tout simplement pas accessibles. Alors tout n'est pas encore parfait dans cette rue du point de vue de la vitesse notamment. Mais en revanche, il faut passer la vitesse supérieure en termes de revitalisation et de redynamisation de cette rue qui est fragilisée pour différentes raisons. Donc l'équipement culturel sera au 9 rue de Paris, donc c'est un équipement ouvert, c'est ce que ça veut dire. Et nous avons fait le choix aussi du désenclavement, et c'est aussi pour répondre à la monospécificité dont vous parliez tout à l'heure, parce que c'est un équipement qui sera à la fois interactif et avec plusieurs modalités. C'est-à-dire que nous avons adhéré à un réseau qui s'appelle Microfolie, qui est un programme du ministère de la Culture et qui permet, en complémentarité de la réhabilitation du musée des Jacobins, d'offrir un accès virtuel aux musées qui adhèrent au réseau. Aux musées et équipements culturels d'ailleurs. Ça peut être des équipements qui donnent des concerts par exemple, mais c'est aussi évidemment le Louvre et d'autres grands équipements. C'est-à-dire que sur les différents étages de ce bâtiment, il y aura une interactivité entre les acteurs économiques locaux, les associations culturelles, les résidences d'artistes, et puis tout simplement un lieu qui n'est pas exactement un tiers-lieu, qui est peut-être un tiers-lieu au sens sociologique du terme. Tout au début, où on disait de recréer, enfin le tiers-lieu signifiait recréer un lieu de rencontre. Ce sera un lieu de rencontre où on pourra aussi prendre une tasse de café, lire le journal, etc., avec une zone d'exposition. Et pour répondre très précisément à votre question, si tout va bien, évitons de croiser les doigts pour ce genre de choses, mais si tout va bien, puisque les architectes ont été retenus déjà, ont beaucoup travaillé, ont présenté l'avant-projet... l'avant-projet sommaire dans un premier temps et nous ont ensuite présenté l'avant-projet définitif qui va être encore réajusté à la marge avec un comité de pilotage et sera présenté au prochain conseil municipal. Donc ça veut dire que dès lors que le sujet en quelque sorte sera bouclé pour pouvoir vraiment bien avancer. Ce sont des architectes d'ailleurs locaux.
bien que basé en Île-de-France. Ensuite, on pourra faire des réunions pour vous présenter les choses. Simplement, si je puis me permettre, et peut-être c'est la conclusion, moi qui Marlène avait prévu une autre, un autre. Je me permets juste pour compléter ce que vous disiez, ce que je prenais quelques notes. Vous avez dit quelque chose de très important, je trouve. Vous avez parlé du mono face au pluri. Et tout est là. De mon point de vue, tout est là. D'abord parce qu'en définissant cela, l'usage différent des différents espaces, vous définissez aussi l'intérêt général. Et nous, élus, qui sommes pour le coup représentants du suffrage universel et de la démocratie représentative, nous sommes les garants de l'intérêt général, qui n'est évidemment pas, comme vous le savez, l'addition des intérêts particuliers. Et ce à quoi nous sommes régulièrement confrontés, c'est que le piéton du dimanche est aussi l'automobiliste pressé du vendredi ou du lundi. Le cycliste du samedi est aussi l'automobiliste du mercredi qui va conduire ses enfants à un club de sport, etc. Donc la difficulté, enfin, et le challenge, et c'est passionnant, bien sûr, mais quelquequefois c'est paradoxal, c'est de faire en sorte que tous ces usages, qui en plus évoluent, eh bien, puissent trouver réponse dans l'espace public. Et c'est une difficulté parce qu'il faut à la fois répondre aux besoins, mais avoir constamment un coup d'avance. Et c'est pour ça que, de façon un peu provocante, je parlais de la rivière qui souffle, parce qu'on est dans le fantasme, mais le fantasme peut devenir une vision si on est capable de répondre au présent tout en préparant l'avenir. Et c'est bien la difficulté. Et juste un dernier point sur les vacances de commerce. Là, quand vous évoquez cela, c'est le très bon exemple pour dire qu'il faut enrichir le débat et avoir des idées et échanger. Et cette soirée est passionnante pour cela. Ne jamais oublier cependant qu'il y a quelque chose qui s'appelle le principe de réalité, sur lequel on se fracasse assez régulièrement. Et c'est pas grave d'y s'y fracasser pour autant, parce qu'on se relève et on a d'autres idées. Il faut y aller quand même, il ne faut pas toujours prendre le bouclier du principe de réalité. Mais il est là. Le commerçant n'est pas le propriétaire. Le propriétaire que vous allez aller voir ou chercher d'abord, parce que vous n'allez pas forcément l'identifier et le trouver, pour lui proposer qu'un artiste occupe une vitrine vacante, ça va poser des problèmes d'assurance, des problèmes d'autorisation, des problèmes divers et variés. On est en France quand même, dans un pays hyper réglementé, hyper normé, où il y a une vraie inflation de ce point de vue, où les choses ne sont jamais simples du point de vue réglementaire. Et pour autant, je réponds sur ce point-là spécifiquement parce qu'on travaille pour cet été sur quelque chose que vous découvrirez et qui va un peu dans ce sens. L'autre écueil, et on l'a vu sur le territoire national, moi je l'ai vu dans certaines communes, où toutes les vitrines vacantes ont été peintes en trompe-l'œil. C'est formidable, mais on habite un décor de cinéma. Parce que du coup, tout le monde finalement s'y habitue, et s'habitue à la vacance. Et la vacance, ça crée une frustration qui permet de ne pas s'habituer, et au contraire, c'est le petit aiguillon qui vous fait dire c'est quand même dommage, cette vitrine elle est belle, il faut faire quelque chose. Sur la taxe sur les friches commerciales. Vous l'avez évoqué, je suis d'accord avec vous, quand on dit à un commerçant, c'est plus un commerce que vous avez, ça c'était dans les 30 Glorieuses, là ce que vous avez c'est une friche commerciale, voire une verrue. Nous avons examiné, on a examiné, et on va y revenir d'ailleurs, mais on a examiné longuement cette histoire de taxes sur... ça pose quand même une question, c'est que c'est un tue-l'amour, si je puis me permettre. C'est-à-dire que ça peut dégoûter tout le monde, et à ce moment-là, on n'a pas l'effet que l'on recherche, mais l'effet inverse. En revanche, nous avons levé une taxe sur les logements vacants. Et ça a bien fonctionné. C'est-à-dire que quelqu'un qui était propriétaire d'un logement dont il ne s'occupait pas, eh bien, nous lui avons indiqué qu'il serait taxé davantage que quelqu'un qui entretient son bien et, s'il n'en veut plus, qui est prêt à le vendre. Parce qu'il faut que... Il faut que ça tourne, il faut que ça vive. Et la sclérose, c'est finalement le pire qu'on puisse imaginer. Et sur le lien ruralité, urbain, vous l'avez signalé aussi, mais c'est finalement l'écho de ce que d'autres ont dit avant vous, notamment sur les Halles. Je le disais encore cet après-midi, nous sommes une ville rurale. On est en ville, vous l'avez dit en préambule, on est en ville.
Mais on est aussi dans une zone rurale. La réponse à cela, c'est quand même le marché. Nous avons réorganisé tout le marché en 2008. Avec, pour ceux qui ne le savent pas, c'est très compliqué d'organiser un marché parce que tous les marchés, c'est valable partout, il y a des commissions des marchés, il y a des attributions d'emplacement, il y a des sédentaires, il y a des ambulants qui ne sont pas sédentaires, il y a des vrais passagers qui ne sont là que pour la saison. Enfin, tout ça est très compliqué et la commission dit oui ou dit non aux propositions, et dans un contexte social difficile, je peux vous dire que les propositions, ils sont multiples, d'autant qu'il y a le statut d'auto-entrepreneur maintenant, que chacun peut s'improviser finalement marchand ambulant pour essayer de gagner quelques sous sur un marché, et c'est légitime. Le jeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la cohérence dans le marché. Et nous avons toujours fait le choix, et c'est la marque de fabrique, et on préserve cette identité sur le marché de Morlaix, qui est très courue pour la qualité de ces exposants, c'est de privilégier les producteurs. C'est-à-dire pas les revendeurs, mais les producteurs. Alors bien sûr, il y a des revendeurs, c'est toute une question de proportion, mais on fera toujours le choix d'un producteur qui vend sa propre production sur le marché qu'un revendeur qui va faire semblant d'eux. Voilà. Et la dernière phrase, et je m'en arrête là, mais vraiment c'est très très intéressant cet échange, je voudrais dire que peut-être que l'histoire, c'est pas le clivage, c'est pas effectivement les propos radicaux où on est binaire, et c'est pas forcément la grande distribution contre le commerce de proximité. D'abord parce que le commerce de proximité, ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui n'y mettent jamais les pieds. Vous connaissez tous des gens qui disent « Mon Dieu, ce petit commerçant, il va disparaître, etc. » Et vous lui demandez la dernière fois que tu as été faire, bien sûr, acheter quelque chose de plus cher que dans le supermarché, mais que tu as fait un acte citoyen, vraiment impliquant. Et c'était quand ? C'était il y a longtemps, ou il y a vraiment très très longtemps. Et il y a aussi, ça c'est l'acheteur, du côté de la grande distribution, il y a des enseignes de grande distribution qui elles ne sont pas toutes pareilles. Je le dis parce que je le pense très sincèrement. Il y a des enseignes de grande distribution qui font le choix des producteurs locaux, qui ont des armements, qui ont des bateaux de pêche, qui font travailler le local, qui ont des emplois induits et qui font travailler l'économie locale. Et s'il n'y a pas d'économie locale, il n'y a pas de chalandise. Et s'il n'y a pas de chalandise, il n'y a pas de commerce. Enfin, c'est aussi un cercle comme ça. Et ces grandes enseignes, pour certaines d'entre elles, effectivement, on fait un peu leur mue, mais chacun doit faire sa révolution. Et en plus de ce qui est fait, parce qu'on ne va pas brûler les supermarchés, ils existent. Il faut cesser en effet d'étendre les surfaces, mais il faut aussi leur permettre de créer des petites unités dans les centres-villes. Et cette alliance, c'est gagnant-gagnant pour le coup. Donc je crois que la voie de la sagesse, c'est comme souvent la voie médiane. Et c'est l'équilibre. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme dans vos propos, parce que je trouvais que c'était vraiment ça qui était intéressant. Il ne faut pas se jeter les uns contre les autres en permanence. Il faut juste apprendre à vivre ensemble et faire ses courses au centre-ville. Il me semble que c'est le petit supplément qui permet de mieux apprendre à vivre ensemble. Merci. On va arrêter là. Il y a donc des livres d'une librairie morlaisienne qui vous attendent si vous voulez en acheter. J'insiste sur la qualité, évidemment vous le savez, de l'écriture de Monsieur Rasmont. Je dis bien de l'écriture, pas seulement des sujets, parce que vous écrivez bien. Et c'est vrai qu'il peut arriver qu'on ait des sujets très intéressants, mais écrits un peu à la hache. Et vous écrivez très bien. Et surtout, vous avez la liste de quelques-uns des livres. Les sujets sont très variés, donc élargissez aussi vos plaisirs, vos désirs. Ça s'appelle le champ des possibles. Merci en tout cas de vous être déplacé un vendredi soir pour cette discussion passionnante. Merci à vous. Merci beaucoup.